Dans sa robe de mariée, elle montait à bord d'un train de nuit, fuyant une union qu'elle n'avait jamais désirée. L'inconnu à ses côtés la dissimula quand les agents de sécurité arrivèrent, sans poser de questions. Elle crut à un simple geste de gentillesse. Ignorait-elle qu'il était un capo mafia, sans intention de la laisser s'échapper? La dentelle blanche frottait contre les genoux d'Isabella, tandis qu'elle fuyait. Elle avait déchiré son voile 1 heure auparavant, le jetant dans une poubelle des toilettes de la réception. Mais la robe, oh, la robe, était toujours là, dissimulée sous son long manteau noir, rendant chaque pas aussi pesant que des chaînes. La gare était presque vide à minuit. Seul un homme sans abri dormait sur un banc, et un concierge nettoyait le bout du quai. Les talons d'Isabella claquaient trop fort sur le béton. Chaque bruit la faisait tressaillir. « Ils vont me trouver, ils me trouvent toujours. » Son téléphone vibra dans sa poche. Elle ne regarda pas. Elle savait que ce serait Marcus, son fiancé, ou pire, son père. Richard Ashford, l'homme qui avait orchestré ce cauchemar d'engagement. L'homme qui avait clairement fait comprendre qu'un non n'était pas une option quand on devait à sa famille 12 millions de dollars, 12 000 dollars. Le père d'Isabella avait tout dilapidé avant de mourir l'année dernière. La dette lui était retombée comme un héritage inversé, et les Ashford s'étaient si réjouis de tout pardonner pour un prix. Un mariage avec Marcus, une fusion de famille, une transaction enveloppée de fleurs et de champagne. Elle avait presque accepté, presque descendu cette allée. Mais quand Marcus lui avait attrapé le poignet pendant le dîner de répétition et murmura « Tu feras ce qu'on te dit maintenant », quelque chose en elle avait craqué et elle s'était enfuie. Le tableau des départs clignotait au-dessus d'elle. Train 47, 47 pour Chicago, départ 0h08, 12h08 du matin, quai 3, c'est 3. Chicago, assez loin, assez grand pour disparaître. Isabella fouilla son sac à main, en sortant le reste de son argent. Elle avait retiré tout son compte plus tôt ce jour-là, sachant que les Ashford bloqueraient tout dès qu'ils réaliseraient sa disparition. 347 $, 347 $. C'était tout ce qu'il lui restait au monde. Elle acheta le billet à un distributeur automatique et se pressa vers le quai 3. C'est là qu'elle les vit. 2 hommes en costume sombre, debout près de l'entrée. La sécurité des Ashford. Elle reconnut le plus grand, Greg, le garde du corps personnel de Marcus. Il scannait la gare, parlant dans une radio attachée à son col. Le cœur d'Isabella s'arrêta. Elle tourna brusquement, se dissimulant derrière un pilier en béton. Non, 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 pas maintenant, pas si près du but. Le train était déjà sur le quai, portes ouvertes, moteur vrombissant, à 15 mètres, 50 pieds de là. Elle devait juste y arriver sans être vue. Elle attendit que Greg regarde dans l'autre direction, puis fonça. Le manteau flottait derrière elle. La robe s'emmêlait autour de ses jambes. Elle faillit trébucher, mais se rattrapa à une rampe. « Hé, arrête !» La voix de Greg résonna dans la gare. Isabella ne regarda pas en arrière. Elle courut droit vers le wagon le plus proche, se jetant presque à travers les portes, juste au moment où elle commençait à se refermer. Le train démarra brutalement. Elle trébucha dans l'allée, à bout de souffle, et s'effondra sur le premier siège vide qu'elle vit. Ses mains tremblaient. Son corps entier tremblait. Par la fenêtre, elle pouvait voir Greg courir le long du quai, criant dans sa radio, mais le train prenait de la vitesse. En quelques secondes, la gare disparut dans l'obscurité derrière eux. Isabella colla son front contre la vitre froide et essaya de ne pas pleurer. « Je l'ai fait. J'ai vraiment réussi. Vous allez bien ?» La voix vint d'à côté d'elle, basse, calme et distinctement masculine. Isabella leva brusquement la tête, réalisant pour la première fois qu'elle n'était pas seule dans le rang. Un homme était assis sur le siège à côté d'elle, l'observant avec des yeux sombres et impénétrables. Il avait environ la trentaine, portant un costume noir, coûteux, sans cravate. Ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés, et il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de rester immobile, comme un prédateur décidant s'il devait bondir ou attendre. « Je vais bien, » dit rapidement Isabella, essuyant ses yeux. « Désolé, je n'ai pas voulu. Vous fuyez quelque chose. » Ce n'était pas une question, Isabella se raidit. « Je ne sais pas ce que, les hommes à la gare, ils vous poursuivaient. » Sa gorge se serra. Elle jeta un coup d'œil autour du wagon. Il était presque vide. Juste quelques passagers éparpillés sur des sièges éloignés, la plupart endormis, personne ne faisant attention. « Je ne veux pas d'ennui, » murmura-t-elle. L'homme l'étudia un instant de plus, puis se pencha en arrière sur son siège. « Moi non plus. » Quelque chose dans son ton la fit le croire, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui lui fit sentir qu'il pourrait causer beaucoup d'ennui s'il le voulait. Ils restèrent silencieux, tandis que le train fendait la nuit. Isabella gardait son manteau bien serré,
essayant de cacher la robe ridicule en dessous. Elle se sentait exposée, vulnérable. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, elle le sortit et vit 17 appels manqués. 12 de Marcus, 5 de Richard Ashford et un message texte de Marcus. « Tu ne peux pas nous échapper, Isabella. Tu nous appartiens. » Elle éteignit complètement le téléphone et le repoussa dans son sac à main. « Mauvaise nuit ?» demanda l'homme à côté d'elle, sa voix teintée d'une légère moquerie. On pourrait dire ça. Robe de mariée sous le manteau, les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. « Comment as-tu... » »« La dentelle de votre col. »« Et vous n'arrêtez pas de l'ajuster comme si elle n'allait pas. » Il hocha la tête vers ses mains. « De plus, vous portez toujours la bague de fiançailles. » Isabella baissa les yeux. Il avait raison. L'énorme diamant que Marcus lui avait donné brillait encore à son doigt, captant les faibles lumières du train. Elle le retira immédiatement et le fourra dans la poche de son manteau. « Mariée en fuite, » dit doucement l'homme. « Il faut du cran ou de la stupidité. Parfois, c'est la même chose. » Avant qu'Isabella ne puisse répondre, le train commença à ralentir. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi nous arrêtons-nous? La prochaine station n'est pas avant 40 minutes. » L'expression de l'homme s'assombrit. Il se redressa, regardant vers l'avant du wagon. C'est alors qu'Isabella les vit. 2 agents de sécurité des Ashford franchissant la porte communicante du wagon suivant. Ils avaient-ils dû monter à la dernière seconde? Son sang se glaça. Ils vérifient chaque wagon, souffla-t-elle. Ils vont me trouver. Les gardes avançaient lentement dans l'allée, examinant chaque passager. L'un d'eux tenait une photo, probablement la sienne. L'esprit d'Isabella s'emballait. Elle pouvait essayer de se cacher dans les toilettes, mais il vérifierait là. Elle pouvait courir vers un autre wagon, mais où irait-elle? Elle était piégée. Puis elle le sentit. Un bras chaud et fort glissa autour de ses épaules, la tirant contre une poitrine solide. « Qu'est-ce que vous... »« Chut !» murmura l'homme contre ses cheveux. « Penchez-vous contre moi. Ayez l'air naturel. » Le cœur d'Isabella tambourinait, mais elle obéit. Elle enfouit son visage contre son épaule, laissant ses cheveux tomber pour masquer ses traits. Son autre main vint se poser négligemment sur son bras, comme s'ils étaient assis ensemble depuis toujours, comme si elle était à sa place. Les gardes s'approchèrent. Isabella retint son souffle. Elle pouvait sentir le battement régulier du cœur de l'homme sous sa chemise, lent, calme, imperturbable. Il sentait comme un parfum cher et quelque chose de plus sombre, du whisky peut-être, ou le danger. Le garde s'arrêta à leur rang. « Excusez-moi, monsieur. » Le bras de l'homme se resserra légèrement autour d'Isabella. Quand il parla, sa voix était différente, plus froide, avec un ton d'autorité qui lui fit hérisser la peau. « Y a-t-il un problème ?» Un des gardes leva la photo. « Nous cherchons quelqu'un. Avez-vous vu... » Il s'interrompit en plein milieu de phrase. Isabella osa lever les yeux. Le garde fixait l'homme qui la tenait, et l'expression de son visage avait complètement changé. La couleur avait fui ses joues. « Monsieur Ducas, » balbutia le garde, « nous ne savions pas que vous étiez... » « Vous perturbez ma soirée, » dit l'homme calmement. « Je vous suggère de continuer votre chemin. »« Oui, monsieur, bien sûr. Désolé de vous déranger. » Les gardes reculèrent rapidement, trébuchant presque en retournant vers l'autre wagon. Isabella attendit qu'ils soient partis avant de se retirer légèrement. « Qui êtes-vous » L'homme, monsieur Ducas, la relâcha et se rassit sur son siège avec la même calme troublante. « Quelqu'un dont vous devriez probablement rester loin, » dit-il. Puis, il ferma les yeux comme si rien d'anormal ne s'était produit. « Mais ce soir, je suis la raison pour laquelle vous êtes toujours libre. » Isabella le fixa, son esprit débordant de questions. Mais tout ce qu'elle réussit à murmurer fut « Merci ». Il n'ouvrit pas les yeux. « Ne me remerciez pas encore. » Isabella se réveilla aux rayons du soleil qui traversaient à la fenêtre du train. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis tout lui revint en tête. Le mariage, la fuite, les gardes. Elle se redressa rapidement, la nuque raide d'avoir dormi dans une position inconfortable contre la fenêtre. Le siège à côté d'elle était vide. Monsieur Ducas était parti. Isabella regarda autour du wagon. La plupart des autres passagers rassemblaient en leurs affaires, se préparant à descendre. Par la fenêtre, elle pouvait voir la skyline de Chicago se dresser au loin, les bâtiments captant la lumière du petit matin. Elle avait réussi. Elle était vraiment là. Son soulagement dura exactement 3 secondes avant que la réalité ne s'installe. Elle n'avait aucun plan, aucun endroit où loger. $300, $300. Moins le billet de train, il lui restait peut-être $250. $250.
à son nom. Elle ne pouvait pas utiliser de carte de crédit. Les Ashford les traqueraient immédiatement. Un problème à la fois, se dit-elle. D'abord, descendre de ce train, puis le reste. Le train entra en gare d'Union Station à 6h47 du matin. Isabella attendit que la plupart des passagers soient sortis avant de se lever. Ses jambes étaient tremblantes et sa robe de mariée était un fouillis froissé sous son manteau. Elle ressemblait probablement exactement à ce qu'elle était, une femme qui avait dormi dans ses vêtements après avoir fui son propre mariage. Elle descendit sur le quai et fut immédiatement engloutie par la foule matinale. Des hommes d'affaires en costume la dépassaient en courant, des tasses de café à la main. Des touristes avec des valises à roulettes bloquèrent le passage, vérifiant leur téléphone pour des directions. Isabella serra son manteau et garda la tête baissée. Elle ressentait l'impérieuse nécessité de se fondre dans le tissu urbain, de s'y volatiliser. Tandis qu'elle traversait la moitié du terminal principal, une sensation familière l'assaillit. Ce picotement dans la nuque, cette impression irrésistible d'être épiée. Jetant un coup d'œil furtif par-dessus son épaule, elle n'aperçut qu'une multitude d'étrangers, de navetteurs absorbés par leurs propres pensées, personne ne prêtant la moindre attention à sa présence. Pure paranoïa, songea-t-elle. Tu es juste paranoïaque. Néanmoins, elle pressa le pas. Elle débusqua des toilettes près de la sortie de la gare et s'enferma à double tour dans une cabine. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle ôtait son manteau, puis, enfin, s'efforçait de se défaire de la robe de mariée. La fermeture éclair était bloquée à mi-chemin de son dos. Elle se tordit, tira avec rage, au bord des larmes de frustration, jusqu'à ce qu'elle cède subitement. Elle fourra la robe dans la poubelle, la recouvrant de serviettes en papier. Dessous, elle portait encore la simple nuisette blanche qu'elle avait glissée sous la somptueuse tenue. Cela ferait l'affaire jusqu'à ce qu'elle puisse se procurer de véritables vêtements. Isabella remit son manteau, le boutonnant jusqu'au col. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était mieux. Au moins, elle ne ressemblait plus à une mariée en fuite. Lorsqu'elle sortit des toilettes, le terminal lui sembla différent, plus exposé. Il fallait qu'elle bouge. Elle dénicha une station de taxi à l'extérieur et se glissa dans le premier véhicule disponible. « Où donc ?» demanda le chauffeur, la dévisageant dans le rétroviseur. « Où donc ?»« Bonne question. »« Ah, un hôtel bon marché, » répondit Isabella. « Quelque chose qui accepte l'argent liquide. » Le chauffeur haussa un sourcil, mais ne posa pas d'autres questions. « Je connais un endroit. » Depuis la banquette arrière d'un SUV noir stationné en face de la gare, Lorenzo Duca observa le taxi d'Isabella s'éloigner dans le flot de la circulation. « Doit-on la suivre, patron ?» demanda le chauffeur, un homme trapu nommé Vincent, fidèle à l'organisation de Lorenzo depuis 15 ans. « Inutile, » rétorqua Lorenzo, les yeux rivés sur le taxi jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin d'une rue. « Elle refait surface quelque part. Chicago est ma ville. Elle ne peut pas se cacher ici longtemps. » Il avait délibérément quitté le siège du train avant son réveil. Mieux ainsi, plus propre. La nuit dernière n'avait été qu'une impulsion. D'ordinaire, il ne s'immisçait pas dans les problèmes des autres, surtout pas ceux de femmes au hasard fuyant de mauvais mariages. Mais il y avait quelque chose chez elle, cette peur dans ses yeux mêlée de détermination, la façon dont elle avait couru vers ce train comme si sa vie en dépendait. Peut-être que c'était le cas. Fais passer son visage dans nos bases de données, ordonna Lorenzo. Je veux savoir qui elle est et pourquoi ces agents de sécurité étaient si désespérés de la retrouver. C'est déjà en cours, répondit une voix depuis le siège passager avant. Marco, le spécialiste technologique de Lorenzo, tapait frénétiquement sur une tablette. La reconnaissance faciale devrait donner des résultats dans quelques minutes. Lorenzo s'adossa, observant la ville s'éveiller autour d'eux. Il était venu à Chicago pour affaires. Une délicate négociation avec une famille Castellano concernant les routes maritimes via le port de Chicago. Cela aurait dû être un simple voyage d'une nuit. Puis, elle était tombée dans son train, traînant le chaos derrière elle comme un voile de mariée. « Je l'ai trouvée », annonça Marco, pivotant la tablette. Isabella Marlowe, 26 ans, fille de l'homme d'affaires décédé Robert Marlowe. Elle devait épouser Marcus Ashford hier soir. Il marqua une pause, relisant. « Oh, c'est intéressant. »« Quoi ?» demanda Lorenzo, son attention s'aiguisant. « Les Ashford, la famille de Richard Ashford. » Lorenzo se figea. « Répète ça. » Isabella Marlowe était fiancée à Marcus Ashford, fils de Richard Ashford, PDG d'Ashford Industries. Le mariage devait avoir lieu hier soir à New York, dans leur domaine. Marco fit défiler plus d'informations. Selon les publications sur les réseaux sociaux des invités, la mariée n'est pas venue à la cérémonie. Cela a fait scandale. La famille a gardé le silence, mais la rumeur se propage dans leur cercle.
L'esprit de Lorenzo était déjà en ébullition, explorant les possibilités, les stratégies, les implications. Richard Ashford. Il connaissait ce nom très bien, trop bien. La famille Ashford contrôlait la moitié de l'immobilier commercial du Nord-Est. Plus important encore, il contrôlait les contrats de transport maritime dont l'organisation de Lorenzo avait besoin pour ses opérations commerciales légitimes. Au cours des deux dernières années, Richard Ashford avait étranglé les chaînes d'approvisionnement de Lorenzo, augmentant les coûts, rendant la vie difficile. C'était une guerre économique, subtile et légale. Le genre de combat où l'on ne pouvait pas simplement envoyer des hommes armés. Il fallait être plus intelligent. Et maintenant la future belle-fille de Richard Ashford, la jeune femme qui était censée sceller une sorte de fusion familiale, avait littéralement fui l'hôtel et s'était retrouvée assise à côté de Lorenzo Duca dans un train de minuit. « Patron ?» demanda Vincent, observant l'expression de Lorenzo. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Lorenzo resta silencieux un long moment, songeant que la meilleure stratégie serait de s'éloigner, laisser la fille courir, laisser les Ashford se déchirer en la cherchant. Ce n'était pas son problème, mais Lorenzo n'avait pas bâti un empire en fuyant les opportunités. « Mettez-la sous surveillance », finit-il par dire. « Discrètement. Je veux savoir où elle va, à qui elle parle. Mais personne ne la touche, personne ne l'approche. Observez, c'est tout. »« Vous pensez que les Ashford vont la chercher ?» demanda Marco. « Oh, ils vont la chercher, » répondit Lorenzo. « Isabella Marlowe vient de devenir la personne disparue la plus précieuse de la ville, et ils ne sont pas les seuls à vouloir la retrouver. » Il pensa aux autres familles, aux factions rivales qui adoreraient exploiter l'embarras de la famille Ashford. Il y avait au moins trois organisations rien qu'à Chicago qui enlèveraient Isabella juste pour faire pression sur Richard Ashford. La jeune femme avait fui une cage pour se retrouver dans une ville pleine de prédateurs. « Monsieur, » commença Vincent avec prudence, « si vous envisagez de l'utiliser contre les Ashford, je n'envisage rien encore, » l'interrompit Lorenzo. « Je veux juste m'assurer qu'elle reste en vie, le temps que je décide quoi faire d'elle. » Ce n'était pas entièrement un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Lorenzo sortit son téléphone et passa un appel. Il fut décroché à la première sonnerie. « J'ai besoin de surveiller quelqu'un, » dit-il. « Isabella Marlowe. Découvrez où elle loge, ce qu'elle fait, et assurez-vous que personne d'autre ne la trouve avant moi. » Il raccrocha et regarda de nouveau vers l'entrée de la gare où il l'avait vue pour la dernière fois. « Ne me remercie pas encore, » lui avait-il dit dans le train. Il avait le pressentiment que ces mots allaient devenir très pertinents. L'auberge s'appelait le Roosevelt, bien qu'il soit fort probable qu'aucune personne portant ce nom n'ait jamais franchi ses portes. La peinture s'écaillait, la moquette était tachée, et Isabella était presque certaine que quelque chose vivait dans les murs, à en juger par les grattements nocturnes. Mais c'était bon marché, 40 $ la nuit, en espèces seulement, sans pièces d'identité requises. « Combien de temps comptez-vous rester ?» avait demandé le réceptionniste lors de son enregistrement 3 jours auparavant. C'était un homme âgé aux dents jaunies et à l'expression blasée. « Pas encore sûr ?» avait répondu Isabella, glissant 200 $ sur le comptoir. « Une semaine peut-être. » Le réceptionniste avait haussé les épaules et lui avait remis une clé pour la chambre 207. 207. Aucune question posée. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Isabella avait survécu grâce à des sandwichs de station-service et avait évité les miroirs. Chaque fois qu'elle croisait son reflet, elle se reconnaissait à peine. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage pâle. Les vêtements de créateur et le maquillage parfait de son ancienne vie semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Le quatrième jour de son séjour à Chicago, elle partit à la recherche d'un emploi. Elle ne pouvait pas rester enfermée dans cette chambre éternellement. Son argent s'épuisait, et l'inaction la poussait à trop réfléchir. Réfléchir à Marcus, aux Ashford, à la vie qu'elle avait détruite en fuyant. Elle trouva un petit café appelé Rosie's, au coin d'une rue tranquille de Pilsen. L'affiche « Aide recherchée » dans la vitrine semblait être là depuis des mois, le papier jauni et les bords recourbés. À l'intérieur, l'endroit était douillet, des chaises dépareillées, des œuvres d'art locales sur les murs, l'odeur du café frais et des roulés à la cannelle. Quelques clients étaient dispersés aux tables, tapant sur des ordinateurs portables ou lisant des livres. Derrière le comptoir se tenait une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants. « Vous avez entendu parler du poste ?» demanda-t-elle, avant même qu'Isabella ne dise quoi que ce soit. « Oui, je n'ai pas de CV ni rien, mais je suis une travailleuse acharnée. Je peux commencer tout de suite. » La femme l'étudia un instant. Isabella se demanda ce qu'elle voyait.
Le désespoir probablement, peut-être la peur. Vous savez faire le café? Demanda la femme. Je peux apprendre. Vous fuyez quelque chose? La gorge d'Isabella se serra. Pourquoi? Chérie, je possède cet endroit depuis 20 ans. Je connais ce regard. La femme essuya ses mains sur son tablier. Je n'ai pas besoin de connaître les détails, mais si vous comptez apporter des problèmes à ma porte, je dois le savoir maintenant. Mon n'est pas de problème, dit rapidement Isabella. J'ai besoin d'un nouveau départ, s'il vous plaît. La femme resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. Je suis Rosie, votre nom? Isabella hésita. Elle ne pouvait pas utiliser son vrai nom. Les Ashford auraient été des gens à sa recherche. Emma, dit-elle. Emma Collins. Eh bien, Emma Collins, vous commencez demain à 6 heures du matin. 20 $ de l'heure, en espèces à la fin de chaque semaine. Vous arrivez à l'heure, travaillez dur, et nous nous entendrons bien. Un torrent de soulagement inonda Isabella. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore, c'est le chaos de l'heure de pointe du matin. Dans un bureau aux murs de verre, 30 étages au-dessus de Michigan Avenue, Richard Ashford se tenait à la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. Toujours rien? Demanda-t-il sans se retourner. Derrière lui, son chef de la sécurité se remua, mal à l'aise. Nous l'avons suivie jusqu'à Chicago, monsieur. Elle a pris le train de minuit de Penn Station, mais après son arrivée à Union Station hier matin, la piste se refroidit. C'est inacceptable. Nous sommes discrets comme vous l'avez demandé. Pas d'implication policière, pas d'annonce publique. Mais Chicago est une grande ville, et si elle utilise de l'argent liquide, je me fiche de la taille de la ville. Richard se retourna, le visage froid. Trouvez-la. Marcus est humilié. Nos investisseurs posent encore des questions. La fusion avec les actifs Marlowe dépend de ce mariage. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, si la jeune femme ne veut pas. Je me fiche de ce qu'elle veut, claqua Richard. Son père nous devait 12 millions de dollars. Elle a accepté les termes. Elle remplira son obligation. Le chef de la sécurité opina du chef d'un air guindé. Nous avons des équipes qui vérifient les hôtels, les auberges et les refuges. Nous surveillons son téléphone, bien qu'il soit éteint depuis qu'elle a pris la fuite. Nous avons également établi des contacts discrets avec nos informateurs en ville. Quelqu'un finira par la repérer. Faites en sorte que ce soit le plus tôt possible, intima Richard. Et quand vous la trouverez, ramenez-la sans faire de scandale. La dernière chose dont nous ayons besoin est d'attirer davantage l'attention sur ce désastre. Après le départ du chef de la sécurité, Richard resta planté devant la fenêtre. Isabella Marlowe avait toujours été une jeune femme discrète et obéissante. Il avait naïvement supposé qu'elle accepterait son sort avec la résignation d'une personne sensée. Ce mariage devait résoudre les problèmes de tous. Il effacerait les dettes de son père, offrirait à Marcus une épouse respectable et préserverait les derniers actifs commerciaux de la famille Marlowe. S'enfuir était stupide, imprudent, mais Richard la retrouverait. Il finissait toujours par retrouver ce qui lui appartenait. À l'autre bout de la ville, Lorenzo était assis dans sa voiture, garée devant le café Rosie's. À travers les vitres teintées, il observait Isabella, qui se faisait désormais appeler Emma, nettoyer les tables et remplir les tasses de café. Cela faisait deux jours qu'elle travaillait ici. Ses hommes l'avaient localisée quelques heures après qu'elle ait décroché ce travail. Elle est douée pour se cacher, fit remarquer Marco depuis le siège passager. Faux nom, vit en espèces seulement, logée dans une auberge de jeunesse qui ne tient pas de registre. La plupart des gens n'y penseraient ainsi pas. Elle est intelligente, acquiesça Lorenzo. Désespérée, mais intelligente. Il regarda Isabella rire à une remarque d'un client. Elle avait l'air différente de la femme terrifiée qu'il avait vue dans le train. Plus détendue, presque normale, presque. Mais Lorenzo pouvait percevoir la façon dont ses yeux scrutaient à la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait. La façon dont ses épaules se tendaient chaque fois que quelqu'un la regardait trop longtemps. Elle était toujours en fuite, même immobile. Les Ashford la recherchent, poursuivit Marco. Ils agissent discrètement, mais nos informateurs affirment que Richard Ashford a personnellement chargé son équipe de sécurité de la retrouver. Il fouille chaque hôtel bon marché et chaque auberge de jeunesse de la ville. Combien de temps avant qu'il ne la trouve? 1 semaine, peut-être 2, si elle a de la chance. Ils sont minutieux. Lorenzo tambourinait des doigts sur le volant, plongé dans ses réflexions. Son bras droit l'avait déjà mis au courant des avantages stratégiques du contrôle d'Isabella. Elle représentait un levier contre les Ashford. Si Lorenzo le souhaitait, il pourrait l'utiliser pour négocier de meilleures conditions sur les contrats de transport maritime, les transactions immobilières et toute une série d'affaires que Richard Ashford bloquait. C'était purement une affaire de business.
Mais en la regardant maintenant, servir du café avec ce sourire fragile, Lorenzo ressentait quelque chose d'autre s'agiter en lui, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires. Elle avait eu le courage de s'enfuir, de choisir la liberté plutôt que la sécurité, même si cela signifiait tout perdre. Dans son monde, ce genre de courage était rare. « Patron » demanda Marco. « Quelle est la stratégie ici ?» Lorenzo resta silencieux un instant de plus. Puis, il sortit son téléphone et passa un appel. « C'est moi » dit-il quand l'appel fut décroché. « J'ai besoin que tu organises quelque chose. L'auberge de jeunesse où loge Isabella Marlowe. Je veux qu'elle soit sous mon contrôle, discrètement. Utilise une société écran. Et il me faut une propriété disponible à Lincoln Park. Quelque chose de sûr mais confortable. On la déplace » demanda Marco, après que Lorenzo ait raccroché. « Pas encore, mais quand les Ashford se rapprocheront, et ils se rapprocheront, je veux avoir des options prêtes. Vous la protégez. Je protège un atout, rectifia Lorenzo. Mais même en le disant, il savait que ce n'était pas entièrement vrai. Il regarda Isabella porter un plateau de café à une table d'étudiants. Elle s'efforçait tellement de construire une vie normale à partir de rien. Elle n'avait aucune idée du nombre de loups qui rôdaient, y compris lui. Le bureau de Lorenzo offrait une vue imprenable sur la rivière Chicago, tout en acier, en verre et de puissance. Mais à cet instant, il ne contemplait pas le panorama. Son regard était fixé sur le dossier posé devant lui. Isabella Marlowe, 26 ans, diplômée en histoire de l'art de la NYU. Aucun antécédent judiciaire, aucune présence sur les réseaux sociaux depuis les trois derniers mois. Ingénieuse. Son père avait possédé une entreprise d'importation de taille moyenne avant de tout dilapider au jeu et de succomber à une crise cardiaque. Les Ashford s'étaient immédiatement manifestés, offrant d'effacer la dette en échange du mariage d'Isabella. Une solution médiévale à un problème moderne. « Vous pensez toujours à la jeune femme ?» remarqua Lorenzo, levant les yeux pour découvrir Anthony Rousseau, son bras droit, se tenant dans l'embrasure de la porte. Anthony avait servi le père de Lorenzo avant que ce dernier ne reprenne l'organisation. Il avait 60 ans, l'esprit vif comme une lame, et représentait le plus proche d'une conscience que Lorenzo possédait. « Je pense à l'opportunité », corrigea Lorenzo. Anthony entra et s'assit en face du bureau. « Alors, laissez-moi vous exposer clairement l'opportunité. Richard Ashford étouffe nos entreprises légitimes depuis deux ans. Il contrôle l'immobilier commercial dont nous avons besoin pour notre expansion. Il a bloqué trois de nos contrats d'expédition. Il nous a coûté environ 4 millions, 4 000 milles de dollars de perte de revenus. J'en suis conscient. Alors, vous êtes également conscient que sa mariée en fuite sert actuellement du café à 9,65 km d'ici, totalement sans protection. Anthony se pencha en avant. « Elle est un levier, Lorenzo, purement et simplement. Vous avez quelque chose qu'Ashford désire désespérément. Utilisez-le. Comment suggérez-vous que je l'utilise? Faites-lui savoir que vous la détenez. Négociez. Échangez son retour contre tout ce dont nous avons besoin. Les contrats d'expédition, les transactions immobilières, l'accès exclusif aux installations du port de Chicago. Il acceptera n'importe quoi pour éviter l'embarras public de la perdre deux fois. C'était logique, stratégique, exactement le genre de coup que son père aurait fait. Mais Lorenzo ne cessait de repenser à la façon dont Isabella avait l'air dans ce train, épuisée, terrifiée, mais toujours en fuite, toujours en lutte. « Et si elle ne veut pas revenir ?» demanda Lorenzo. Anthony haussa les épaules. « Depuis quand nous soucions-nous de ce que quelqu'un veut? C'est une affaire. Ce n'est pas une cargaison, Anthony. Non, c'est mieux. C'est un levier contre l'un de nos plus grands ennemis. » Anthony étudia Lorenzo d'un regard connaisseur. « Mais vous ne la voyez pas comme ça, n'est-ce pas ?» Lorenzo ne répondit pas. « Boss, je vous connais depuis que vous avez 15 ans. Je sais quand vous réfléchissez avec votre tête et quand vous réfléchissez avec autre chose. » La voix d'Anthony s'adoucit légèrement. « Cette fille, elle est jolie, elle est en difficulté. Elle vous rappelle quelqu'un que vous voulez sauver. Mais la sauver n'aide pas notre organisation. L'utiliser, oui. Je n'ai pas encore décidé ce que je fais. Alors décidez vite, car les Ashford la trouveront bientôt. Et quand ils le feront, votre opportunité s'envolera. » Après le départ d'Anthony, Lorenzo resta plongé dans un long silence. Il savait que son conseiller avait raison. Les affaires étaient les affaires. La sentimentalité était un luxe qu'il ne pouvait se permettre, surtout dans sa position. Son organisation comptait 200 personnes qui dépendaient de lui pour leur subsistance. Certaines activités étaient légitimes, d'autres moins.
Il ne pouvait pas laisser des sentiments personnels compromettre cela. Mais il ne parvenait pas à chasser l'image d'Isabella dans ce train, murmurant un « merci », comme si ces deux mots lui coûtaient sous. Il prit une décision. Le lendemain matin, Lorenzo pénétra dans le café Rosie's à 7h15, 07h15. Le café était animé par l'affluence matinale, celle-là même dont Anthony avait averti Isabella. Des clients faisaient dos la queue au comptoir, lançant des commandes. Rosie s'activait à la machine à expresso, tandis qu'Isabella gérait la caisse et emballait les pâtisseries avec des gestes rapides et efficaces. Elle ne le remarqua pas tout de suite. Lorenzo commanda un café noir et trouva une table près de la fenêtre. Il sortit son téléphone, feignant de consulter ses emails, mais il l'observait en réalité. Elle était douée pour son travail, amicale avec les clients sans être trop familière, rapide sans paraître pressée. Elle souriait, mais son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Un homme en costume, impatient de recevoir sa commande, éleva la voix. « J'ai dit sans sucre, c'est si difficile à comprendre. » Isabella s'excusa calmement, refit elle-même la boisson, et la lui tendit avec ce même sourire fragile. L'homme ne la remercia même pas. Lorenzo sentit sa mâchoire se crisper. Il revint le lendemain, puis le surlendemain, commandant toujours la même chose, un café noir. Il s'asseyait toujours à la même table, près de la fenêtre. Il variait légèrement son heure d'arrivée pour ne pas paraître suspect. Parfois à 7h, 07h, parfois à 8h, 08h. Une fois à 6h30, 6h30, quand le café ouvrait tout juste. Le quatrième jour, Isabella finit par le reconnaître. Il le vit à la façon dont elle se figea en se retournant de derrière la machine à expresso, et leurs yeux se croisèrent à travers le café. Reconnaissance, puis confusion, puis quelque chose qui aurait pu être de la peur. Elle ne dit rien, se contenta de finir sa commande actuelle, et la tendit à un client qui attendait. Lorenzo resta exactement 20 minutes, puis partit. Le quatrième jour, elle lui parla. « Un café noir », dit-elle lorsqu'il arriva au comptoir. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Vous vous souvenez ?» dit Lorenzo. « Vous êtes venu tous les jours cette semaine. » Sa voix était douce, contrôlée. « Ce n'est pas un hasard. Peut-être que j'aime le café. Il y a 50 cafés plus proches d'où que vous travaillez. » Isabella jeta un coup d'œil vers Rosie, qui était occupée avec un autre client. « Pourquoi me suivez-vous ? » ?»« Je ne vous suis pas. Je suis un client. Vous êtes l'homme du train, celui dont ses gardes avaient peur. » Elle garda sa voix basse, mais il y avait de l'acier en dessous. « Que voulez-vous » Lorenzo admirait cela. Même effrayée, même acculée, elle ne reculait pas. « Boire mon café en paix, » dit-il simplement. « Je ne vous crois pas. C'est sage. » Il sortit de l'argent et le posa sur le comptoir. « Mais je ne suis pas là pour vous faire du mal, Isabella. » Elle tressaillit à son nom, regarda rapidement autour d'elle pour voir si quelqu'un avait entendu. « C'est Emma, » siffla-t-elle. « Mon nom est Emma. »« Bien sûr, mon erreur. » Il prit son café et retourna à sa table. Isabella le fixa un instant, ses mains tremblant légèrement, puis se tourna vers le client suivant. Lorenzo avait orchestré toute cette interaction. Il voulait voir comment elle réagirait sous pression, si elle paniquerait, s'enfuirait ou le confronterait directement. Elle avait choisi la confrontation. Intéressant. Il l'observa travailler pendant les 15 minutes suivantes. Elle était distraite maintenant, commettant de petites erreurs, mettant trop de mousse dans un cappuccino, rendant la mauvaise monnaie et devant la corriger. Mais elle n'a pas fui, n'a pas fait de scène. Elle dévoilait une résilience insoupçonnée sous des apparences plus fragiles. Lorsque Lorenzo partit, il longea délibérément le comptoir. Isabella, dos à lui, réapprovisionnait les tasses. Il percevait la tension dans ses épaules, cette certitude qu'elle avait de sa présence, même sans un regard. « Vous êtes en sécurité ici », murmura-t-il, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Pour l'instant. Il ne s'attarda pas sur une réponse. Dehors, Vincent l'attendait avec la voiture. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Vincent tandis que Lorenzo se glissait sur la banquette arrière. « Elle sait que je la surveille. Est-ce une bonne chose ?» Lorenzo hésitait. En se montrant, il avait révélé ses cartes. Elle serait désormais plus prudente, plus vigilante. Mais il avait aussi établi une connexion. Il n'était pas caché, ne jouait pas la comédie. Dans son monde, cela avait un sens. « Ramène-moi au bureau, » dit Lorenzo, « et dis à Marco que je veux des rapports toutes les 4 heures sur la recherche d'Ashford. Quand ils seront proches de la trouver, je veux être informé immédiatement. »« Et ensuite ?» demanda Vincent. Lorenzo jeta un regard en arrière, vers le café où Isabella était visible à travers la vitrine, servant un autre client avec ce sourire de façade.
Ensuite, nous verrons si elle est assez intelligente pour accepter de l'aide quand elle en aura besoin, dit Lorenzo, ou assez fière pour la refuser. Dans tous les cas, le temps pressait pour qu'il décide de ce qu'il comptait vraiment faire avec Isabella Marlowe, l'utiliser comme levier contre ses ennemis ou la protéger d'eux. Sa raison penchait dans une direction, mais de plus en plus, ses instincts le poussaient vers une toute autre voie. Isabella ressentit un malaise dès son arrivée au café de Ross le lundi matin. Rosie se tenait derrière le comptoir, les bras croisés, son visage habituellement chaleureux remplacé par une expression froide et renfermée. Le café était vide, ce qui était inhabituel à cette heure. « Rosie, » dit Isabella avec précaution. « Tout va bien. Il faut qu'on parle. » La voix de Rose était monocorde. Au fond d'elle, Isabella sentit son estomac se nouer. Elle suivit Rosie dans le petit bureau derrière la cuisine, où la femme plus âgée referma la porte et s'adossa contre elle. « Je suis désolée, Emma, ou Isabella, ou quel que soit ton vrai nom. » Un froid glacial inonda les veines d'Isabella. « Ne me mens pas. Pas maintenant. » Rosie sortit une enveloppe de la poche de son tablier et la brandit. « 2 hommes sont venus me voir hier après la fermeture. Très polis, très bien habillés. Ils m'ont montré une photo de toi et m'ont dit exactement qui tu es. Rosie, s'il te plaît, je peux expliquer. Ils m'ont offert 50 000 $, pour te licencier et leur dire où tu loges. » La main de Rose tremblait légèrement en tenant l'enveloppe. 50 000 $, c'est plus que ce que je gagne en 6 mois. Isabella sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu leur as dit ? » ?»« Non, je n'ai pas pris leur argent. » Rosie déposa l'enveloppe sur le bureau. « Mais je ne peux pas te garder ici. J'ai un commerce à protéger. Ces gens, quels qu'ils soient, ont été très clairs sur ce qui arriverait si je ne coopérais pas. Inspection sanitaire, infraction au permis. Ils ont dit qu'ils pouvaient me faire fermer en 1 semaine. »« Je comprends, » murmura Isabella. Elle comprenait parfaitement. Les Ashford ne se contentaient-ils pas de la chercher? Ils démantelaient tout système de soutien qu'elle tentait de bâtir. « Je suis désolée, » répéta Rosie. Et cette fois, elle semblait sincèrement désolée. « Tu as l'air d'une bonne gamine. J'espère que tu trouveras une issue à ton problème, mais je ne peux pas en faire partie. » Isabella hocha la tête, préférant ne pas parler. Elle attrapa son manteau au crochet et sortit par la porte d'entrée. L'air du matin était froid sur son visage. Ou peut-être était-elle simplement engourdie. Elle avait tenu exactement 1 semaine avant qu'il ne la trouve. Isabella passa le reste de la journée à errer sans but dans Chicago, tentant de déterminer sa prochaine action. Elle vérifia son téléphone, toujours éteint, mais elle alluma brièvement pour constater les dégâts. 63, appels manqués, 47, messages textes. La plupart provenaient de Marcus et de son père. 1, message vocal de Richard Ashford lui-même. « Isabella, c'est puéril. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Reviens maintenant et nous oublierons cette gêne. Si tu continues à fuir, je m'assurerai que tu n'es plus nulle part où aller. » Elle éteignit à nouveau le téléphone, les mains tremblantes. Ce soir-là, elle retourna à l'auberge de jeunesse Roosevelt pour trouver un avis scotché à sa porte. Propriété sous nouvelle direction. Tous les résidents doivent quitter les lieux dans les 48 heures. Isabella fixa l'avis, un rire hystérique montant dans sa poitrine. Bien sûr qu'ils avaient acheté l'immeuble. Pourquoi seulement la trouver quand on pouvait détruire tout ce qui l'entourait? Elle entra dans sa minuscule chambre et s'assit sur le bord du lit affaissé. Il lui restait 230 $ sur son compte. Pas de travail, pas d'endroit où vivre dans deux jours, pas de téléphone qu'elle pouvait utiliser en toute sécurité, pas d'amis dans cette ville. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule de sa vie. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua l'enveloppe que quelqu'un avait glissée sous sa porte. Isabella la ramassa avec précaution, comme si elle pouvait exploser. Pas de nom à l'extérieur. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une carte clé, une carte de visite et un mot manuscrit. La carte de visite indiquait « Service juridique Lakewood, spécialisé en allègement de dettes et droits de la famille ». Le mot disait simplement « Vous avez des options. 2150, Lincoln Park West, appartement 12B, entièrement payé pour 3 mois, sans condition. Vous n'avez pas à affronter cela seul. Pas de signature, pas de nom, rien pour indiquer qui l'avait envoyé. Mais Isabella savait. Elle pensa à l'homme du café, l'homme du tram, Lorenzo de Luca. Elle tourna la carte clé dans ses mains, son esprit s'emballant. C'était un piège. Ça ne pouvait être autrement. Personne n'offrait de l'aide sans rien attendre en retour. Personne. Mais quel choix lui restait-il?
Elle pouvait accepter une aide mystérieuse d'un homme qui effrayait les gardes de sécurité et faisait détourner le regard, ou elle pouvait dormir dans la rue et attendre que les Ashford la trouvent. Aucune des deux options, ne lui semblait être une liberté. Lorenzo reçut le message de Marco à 20h47. Colis livré, pas de réponse. Il se tenait sur le balcon de son penthouse, un verre de whisky à la main, observant les lumières de la ville. Quelque part dehors, Isabella lisait son mot, tenant cette carte clé, essayant de décider s'il était un sauveur ou juste un autre prédateur. Il ne lui en voulait pas d'être méfiante. « Tu t'impliques trop », dit Anthony derrière lui. Le conseiller s'était faufilé. Il était l'une des rares personnes à pouvoir le faire. « Les Ashfords ont trouvé son lieu de travail », dit Lorenzo. « Ils ont payé son patron, menacé son propriétaire. Ils l'étranglent économiquement, des tactiques de pression classiques. Alors, elle est désespérée. Le moment idéal pour agir. » Anthony le rejoignit sur le balcon. Offrir de la protection en échange de coopération. L'utiliser pour négocier avec Ashford, c'est ce que je te disais. J'offre de la protection, sans condition. Anthony resta silencieux un instant. Sans condition, elle a besoin d'aide. Tu la fournis par bonté de cœur. Le ton d'Anthony laissait entendre qu'il n'y croyait pas une seconde. Par stratégie, corrigea Lorenzo. Si les Ashford la brisent, elle ne me sert à rien. Si elle est forte, indépendante, et qu'elle me doit une faveur, c'est précieux. Et si elle refuse ton aide, alors elle la refuse. Lorenzo prit une gorgée de whisky. Je ne vais pas la forcer à quoi que ce soit. Elle en a assez de ça. Tu n'es pas ton père, dit Anthony doucement. Lui aurait juste pris ce qu'il voulait et se serait inquiété des conséquences plus tard. Mon père est mort avec 30 ennemis et 0 alliés, répondit Lorenzo. J'essaie une approche différente. Cette approche différente va nous coûter cher si tu ne fais pas attention. Anthony sortit son téléphone et montra à Lorenzo un article de presse. Les Ashford sont en train de bouger. Ils viennent de racheter ton partenaire maritime à Gary, Indiana. Ils étouffent encore plus tes voies d'approvisionnement. Lorenzo lut l'article, sa mâchoire se crispant. Richard Ashford intensifiait la pression, ce qui signifiait qu'il devenait désespéré. Il panique, dit Lorenzo. Le mariage était censé avoir lieu il y a deux semaines. Ses investisseurs posent des questions. Son fils est humilié. Et la fuite d'Isabella n'est pas seulement personnelle. Elle affecte sa crédibilité commerciale, ce qui le rend dangereux, prévint Anthony. Les hommes désespérés prennent des décisions stupides. Lorenzo pensa à Isabella seule, dans cette auberge de jeunesse, lisant son mot, faisant son choix. Alors nous nous assurerons d'être plus intelligents que lui, dit Lorenzo. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Qui êtes-vous et que voulez-vous de moi? Lorenzo sourit légèrement. Elle avait gardé le téléphone prépayé qu'il avait inclus dans l'enveloppe. Maligne, tapota-t-il en retour. Un ami, rien de plus. Sa réponse ne tarda pas. Je n'ai pas d'amis qui savent où je loge avant que je ne leur dise. Bon point, tapota Lorenzo. Mais il ne te reste pas beaucoup d'amis non plus. Prends l'appartement, utilise l'avocat, sans condition. Tout le monde a des conditions. Pas tout le monde, écrivit Lorenzo. Puis, après une pause, tu m'as impressionné dans ce tram. Tu m'impressionnes toujours maintenant. Je voudrais t'aider à rester libre, c'est tout. Plusieurs minutes s'écoulèrent, sans réponse. Lorenzo attendit, observant les lumières de la ville s'estomper dans sa vision périphérique. Finalement, pourquoi? Lorenzo réfléchit attentivement à sa réponse. Il aurait pu lui parler du levier, de la stratégie commerciale, du jeu qu'il menait avec les Ashford. Il aurait pu être honnête sur l'utilité qu'elle pourrait avoir pour lui. Au lieu de cela, il écrivit « Parce que quelqu'un devrait ». Encore une longue pause, puis « L'appartement. C'est tout. Je ne veux rien d'autre de toi. » Compris, je le pense sincèrement. Reste loin de moi. Lorenzo regarda ces mots un long moment, puis il écrivit « J'essaierai, mais les Ashford non. Fais attention, Isabella. » Il utilisa délibérément son vrai nom, voulait qu'elle comprenne. Il la voyait vraiment non pas seulement comme un levier ou un pion, mais comme une personne. Aucune réponse ne vint. Lorenzo rangea son téléphone et termina son whisky. Elle avait accepté l'appartement, ce qui signifiait qu'elle était assez intelligente pour reconnaître quand elle avait besoin d'aide, même de sources douteuses. Mais elle avait aussi tracé une ligne. Elle ne lui faisait pas confiance, ne voulait pas qu'il soit proche. Ce que Lorenzo pensait être probablement sage. L'appartement au 2150 Lincoln Park West n'avait rien à voir avec l'auberge de jeunesse. Des fenêtres du sol au plafond dominant le parc, parquet, une cuisine avec des appareils qui fonctionnaient réellement,
Un lit qui ne s'affaisait pas au milieu, pendant 5 longues minutes la première nuit, Isabella resta figée dans l'embrasure de la porte, le regard vide, convaincue d'avoir pénétré dans un appartement erroné. Pourtant, la carte-clé avait fonctionné, et à l'intérieur, elle avait découvert des provisions dans le réfrigérateur, des articles de toilette dans la salle de bain, et une garde-robe remplie de vêtements de base, précisément à sa taille. C'était bien trop, au-delà de toute mesure. Mais elle était également trop épuisée et trop désespérée pour le rejeter. Cela faisait 3 jours, 3 jours passés à dormir dans un véritable lit, à savourer de vrais repas, et à tenter de ne pas spéculer sur ce que Lorenzo Duca pourrait exiger en échange de toute cette opulence et ce confort inattendu. Elle avait contacté l'avocat dont la carte lui avait été fournie par Duca. La firme Lakewood Legal Services s'avéra être tout à fait légitime. Ils avaient minutieusement examiné la situation de la dette de son père et l'avaient assuré de la possibilité de contester les clauses de l'accord Ashford. Les contrats signés sous la contrainte, avaient-ils précisé, n'étaient pas toujours exécutoires dans l'absolu. Cette révélation lui insuffla la première lueur d'espoir qu'elle éprouvait depuis des semaines, une sensation presque oubliée. La 4e nuit, succombant à l'erreur de se sentir en sécurité, Isabella sortait de la douche, les cheveux encore humides, vêtue d'un t-shirt surdimensionné et d'un pantalon de survêtement. Elle préparait du thé dans la cuisine lorsqu'elle entendit un bruit. Le verrou de la porte d'entrée se déclenchit. Ce n'était pas le bip électronique d'une carte clé, mais bien un déverrouillage manuel. Quelqu'un forçait la serrure. Le sang d'Isabella se figea dans ses veines. Elle s'empara d'un couteau de cuisine posé sur le comptoir et recula vers la chambre, le cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit en grand. 3 hommes pénétrèrent. Ce n'était pas le service de sécurité d'Ashford. Elle les avait suffisamment vus pour reconnaître leur style. Ces hommes-là étaient différents, plus rugueux. L'un avait une cicatrice sur la joue. Un autre portait une veste en cuir qui laissait deviner une arme dissimulée. Isabella Marlowe, prononça l'homme cicatrisé, sa voix empreinte d'un léger accent. De Boston, peut-être. Nous vous cherchions. Qui êtes-vous? Isabella tenait le couteau devant elle, s'efforçant de garder la main ferme. Des amis de vos oncles, sourit l'homme, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Thomas Marlowe, il est très inquiet pour sa nièce. Thomas, l'oncle d'Isabella, le jeune frère de son père. Elle n'avait pas parlé à Thomas depuis 5 ans. Pas depuis qu'il avait tenté de convaincre son père de vendre l'entreprise familiale à ses associés, lesquels s'étaient avérés être des requins de la finance. « C'est Thomas qui vous envoie ?» demanda-t-elle, cherchant à gagner du temps, son regard balayant la pièce à la recherche d'une échappatoire. D'une certaine manière, la fiancée du jeune Ashford, ce n'était pas seulement pour la dette de votre père. Il s'agissait de prendre le contrôle des actifs de la famille Marlowe, et l'oncle Thomas pense que vous devriez peut-être prendre d'autres arrangements. Je ne prendrai aucun arrangement avec personne, rétorqua Isabella. Sortez, l'homme rit. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ma belle. Vous venez avec nous. Nous aurons une agréable conversation sur votre avenir et vous signerez des papiers qui rendront tout le monde très heureux. Il fit un pas en avant. Isabella lança le couteau. Le jet fut désastreux. Le couteau heurta le mur sans danger, mais cela lui permit de gagner une seconde pour courir. Elle fonça vers la chambre, espérant s'y enfermer, peut-être s'échapper par la fenêtre. Une main lui saisit le bras, la tirant en arrière. Elle hurla, se débattant, griffant le visage de l'homme. Puis, soudain, il ne la tenait plus. Il volait en arrière, s'écrasant contre la table basse dans un craquement sinistre. Isabella trébucha, confuse, et les vit. 2 hommes en costume sombre étaient apparus de nulle part, se déplaçant avec une précision professionnelle. L'un d'eux maintenait l'homme cicatrisé au sol, le genou sur son dos. L'autre se battait avec le deuxième intrus. Le troisième homme, celui à la veste en cuir, sortit une arme. « Personne ne bouge !» cria-t-il. Mais avant qu'il ne puisse viser, quelqu'un d'autre pénétra dans l'appartement. Lorenzo Duca traversa la porte comme s'il était chez lui, et Isabella réalisa avec un sursaut qu'il l'était probablement. Il se déplaça rapidement, plus vite qu'elle ne s'y attendait. Il attrapa le poignet de l'homme armé, le tordit sèchement, et l'arme tomba au sol. Un coup rapide aux côtes, puis à la gorge, et l'homme était à genoux, haletant. C'était terminé en quelques secondes. Lorenzo repoussa l'arme du pied et se tourna vers ses hommes. « Sortez-les d'ici, découvrez qui les a envoyés et ce qu'ils savent. »« Oui, monsieur. »
L'ex-de 2. Hommes en costume firent sortir les 3 PC3, intrus de l'appartement avec efficacité et professionnalisme. L'un d'eux s'arrêta pour récupérer le couteau qu'Isabella avait lancé, puis il ne resta plus que Lorenzo et Isabella dans le salon dévasté. Isabella tremblait. L'adrénaline redescendait, la laissant faible, sans force et prise de vertige. « Vous me surveillez, dit-elle, sa voix plus petite qu'elle ne l'aurait voulu. Depuis tout ce temps, vous faisiez surveiller mes faits et gestes. Oui, répondit Lorenzo. Vous avez dit pas d'attache. Il n'y en a pas. Mais je ne suis pas assez stupide pour vous laisser sans protection quand je sais que des gens vous recherchent. Vous saviez qu'il viendrait? Je savais que quelqu'un viendrait. Je ne savais pas que ce seraient les gens de votre oncle. Lorenzo se dirigea vers la cuisine, vérifiant la serrure de la porte qu'ils avaient forcée. Thomas Marlowe, il essaie de prendre le contrôle des intérêts commerciaux restants de votre famille depuis la mort de votre père. S'il ne peut pas vous forcer à épouser un Ashford, il essaiera de vous forcer à tout lui céder. Isabella s'assit lourdement sur le canapé, ses jambes la lâchant. Combien de personnes veulent contrôler ma vie? Au compte actuel, Lorenzo sortit son téléphone, tapant quelque chose rapidement. Les Ashford, votre oncle, et au moins deux familles rivales, qui vous considèrent comme un levier contre les deux autres. C'est insensé. C'est ce qui arrive quand vous valez 12 millions de dollars en annulation de dettes et 30 millions de dollars supplémentaires en actifs. Lorenzo remit son téléphone dans sa poche et la regarda enfin directement. Vous n'êtes pas seulement une mariée en fuite, Isabella. Vous êtes un atout très précieux pour beaucoup de gens très dangereux. Je suis une personne, dit Isabella, la colère l'emportant sur la peur. Pas un atout, je le sais. La voix de Lorenzo s'adoucit légèrement. Mais eux non, c'est pourquoi vous avez besoin de protection. Votre protection, ma protection, confirma Lorenzo. Que vous le vouliez ou non, Isabella voulait protester, voulait le mettre à la porte, retrouver un certain contrôle sur sa propre vie. Mais elle était aussi assez intelligente pour reconnaître quand elle était à court d'options. Elle venait de voir trois hommes armés entrer par effraction dans son appartement. Des hommes qui l'auraient traînée vers on ne sait où si les gens de Lorenzo n'avaient pas été là pour la surveiller. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi m'aidez-vous » Lorenzo resta silencieux un instant, la jaugeant de ses yeux sombres et impénétrables. « Parce que je le peux, dit-il finalement, et parce que vous me rappelez que tout le monde ne mérite pas la vie qu'on lui donne. » Ce n'était pas une réponse complète. Isabella savait qu'il devait y avoir plus, une stratégie, un levier, quel que soit le jeu qu'il jouait avec les Ashford, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait presque sincère. « Je ne peux pas rester ici maintenant, » dit-elle, regardant l'appartement saccagé. « S'ils m'ont trouvé une fois, vous ne resterez pas ici. » Lorenzo sortit à nouveau son téléphone. « Vincent apporte la voiture, vous venez avec moi. »« Où ?»« Quelque part de plus sûr, mon penthouse, sécurité 24 heures sur 24, accès contrôlé, surveillance à chaque entrée. » Il rencontra son regard. « Je vous promets que personne ne vous y atteindra. » Isabella savait qu'elle devrait refuser, qu'elle devrait tracer une autre ligne, maintenir une certaine limite entre elle et cet homme qui continuait d'apparaître au moment exact où son monde s'effondrait. Mais elle était aussi assez intelligente pour reconnaître quand elle n'avait plus d'option. « Ah, juste jusqu'à ce que les avocats règlent ma situation, » dit-elle. « Juste jusqu'à ce que... » convint Lorenzo. Il savait de tous les deux que c'était probablement un mensonge. Le penthouse de Lorenzo occupait tout le dernier étage d'un immeuble du quartier de Gold Coast. Isabella sortit de l'ascenseur privé et entra dans un monde qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Mobilier moderne, œuvres d'art originales aux murs, fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur le lac Michigan. Tout était de bon goût, cher et contrôlé, à l'image de l'homme qui en était propriétaire. « La chambre d'amis est au bout de ce couloir, » dit Lorenzo, gesticulant vers la gauche. « Salle de bain attenante. Il y a des vêtements dans le placard. Mon assistante a estimé votre taille. Si quelque chose ne convient pas, faites-le lui savoir. »« Vous avez une assistante qui estime la taille des vêtements féminins ?» demanda Isabella, stupéfaite. « J'ai une assistante qui est très douée dans son travail. » Lorenzo se dirigea vers un panneau mural et tapa un code. Un écran s'éclaira, affichant de multiples flux de caméras de sécurité. Chaque entrée de cet immeuble est surveillée. L'ascenseur nécessite un code d'accès. Il y a deux gardes dans le hall à tout moment, et plus en rotation pendant la nuit. Personne ne monte ici sans ma permission.
Isabella observa les flux des caméras, ayant l'impression d'être entrée dans une forteresse. En sécurité, oui, mais aussi piégée. Vous avez pensé à tout, dit-elle doucement. J'ai dû... Lorenzo ferma le panneau et se tourna pour lui faire face. Nous devons parler de votre situation, en parler sérieusement. Je suis consciente que ma situation est mauvaise. C'est pire que vous ne le pensez. Lorenzo fit un geste vers le canapé. Asseyez-vous. Isabella n'aimait pas qu'on lui donne des ordres, mais elle était trop épuisée pour discuter. Elle s'assit. Lorenzo resta debout, sa posture décontractée, mais ses yeux sérieux. La famille Ashford veut que vous reveniez pour finaliser le mariage, c'est évident. Mais il ne s'agit plus seulement de la dette. Marcus a été humilié quand vous vous êtes enfui. Les investisseurs de Richard Ashford remettent en question son jugement. C'est devenu une question de réputation et de contrôle. Je sais que votre oncle Thomas veut contrôler les actifs commerciaux de votre famille, les licences d'importation, les propriétés d'entrepôt, les contrats que détenait votre père. Il convoitait ces actifs avant même la mort de votre père. S'il ne peut pas vous manipuler pour que vous les lui cédiez, il essaiera de vous faire déclarer mentalement incompétente ou disparue. Alors, en tant que plus proche parent, il héritera de tout. L'estomac d'Isabella se noua. Il peut le faire avec les bons avocats et le bon juge. Oui, continua Lorenzo. Ensuite, il y a les familles rivales qui vous considèrent comme un levier, non pas spécifiquement contre les Ashford, mais contre quiconque vous désire. Ils vous enlèvent juste pour vous vendre aux enchères au plus offrant. Je suis une personne, répéta Isabella, les mots sonnant creux désormais. Pas une marchandise, je sais. Dans leur univers, et même dans le mien, les êtres humains sont perçus comme de simples ressources, soit à exploiter, soit à protéger. Lorenzo prononça ces mots d'un ton neutre, dénué de cruauté, empreint d'une troublante honnêteté. À l'heure actuelle, vous avez des adversaires dont vous ignorez même l'existence. Isabella leva les yeux vers lui, son regard l'interrogeant. Et moi, dans quelle catégorie me rangez-vous? Serais-je une ressource à utiliser ou bien une personne à protéger? Lorenzo soutint son regard, une légère hésitation traversant son visage. Je n'ai pas encore tranché. Au moins, reconnaissait Isabella, il était d'une franchise désarmante. Les juristes auxquels vous m'avez mis en contact, reprit Isabella, sont-ils réellement en mesure de m'aider? Il s'agit des meilleurs de la métropole pour les litiges de créances et le droit des contrats, affirma Lorenzo. Si quelqu'un est en mesure de déjouer l'accord passé entre votre père et les Ashford, ce sont eux. Mais cela demandera du temps, des semaines, voire des mois. Et d'ici là, vous resterez ici, en sécurité. En vie, rectifia Lorenzo en se dirigeant vers le bar pour se servir un verre. Je sais que ce n'est pas la liberté, mais c'est une alternative préférable aux autres options. Isabella éprouvait le désir de protester, de clamer qu'elle était capable de se débrouiller seule. Cependant, la soirée lui avait prouvé que c'était un mensonge éhonté. Elle était dépassée par les événements, entourée de personnes qui la considéraient comme un simple trophée à remporter. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda-t-elle. « Et ne me dites pas que c'est parce que vous en avez la possibilité. Il y a forcément une raison plus profonde. » Lorenzo prit une lente gorgée de son verre, réfléchissant avant de répondre. « La famille Ashford et mon organisation sont en conflit depuis de nombreuses années. Ils contrôlent des ressources qui me sont essentielles. Ils m'ont coûté de l'argent, des contrats et des opportunités. » Il la fixa directement. « Votre lien avec eux pourrait me bénéficier. C'est la pure vérité. »« Donc, je ne suis qu'une ressource à vos yeux, » constata Isabella. « Vous pourriez l'être, » admit Lorenzo. « Mais vous pourriez aussi être simplement quelqu'un qui a besoin d'aide. Je suis toujours en train de déterminer ce qui est le plus important. » Avant qu'Isabella ne puisse répliquer, une porte s'ouvrit dans le couloir. Une fillette, âgée d'environ 7 ou 8 ans, apparut, vêtue d'un pyjama orné d'étoiles et de lunes. Elle avait des cheveux foncés, semblables à ceux de Lorenzo, et le même regard vif et intelligent. « Oncle Enzo !» La fillette s'arrêta en apercevant Isabella. « Oh, tu as de la visite !» L'attitude de Lorenzo se transforma radicalement. L'homme d'affaires glacial et calculateur céda la place à une tendresse plus profonde. « Sophia, tu devrais être endormie. »« J'ai entendu l'ascenseur, » répondit la fillette. Sophia s'approcha de Lorenzo, qui la souleva aisément malgré ses protestations, affirmant qu'elle était trop grande pour ça. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « C'est Isabella, » expliqua Lorenzo. « Elle va rester avec nous quelque temps. Isabella, voici ma nièce, Sophia. »« Bonjour, » dit Isabella, réussissant à afficher un sourire malgré les circonstances.
Sofia l'observa avec une intensité qui lui rappela étrangement Lorenzo. « As-tu des ennuis, Sofia » l'avertit doucement Lorenzo. « Ça va » dit Isabella. « Oui, je suis un peu dans le pétrin, votre oncle m'aide. »« Il est doué pour ça » déclara Sofia avec assurance. « Il a aussi aidé ma mère quand il y avait les méchants. » La mâchoire de Lorenzo se crispa de manière quasi imperceptible. Isabella se demanda quel secret se cachait derrière ces mots, mais n'interrogea pas. « Pourquoi es-tu encore éveillé » demanda Lorenzo, redirigeant la conversation. Je n'arrivais pas à dormir. Puis-je montrer mes dessins à Isabella ? Il est tard. S'il te plaît, juste pour 5 minutes. Lorenzo regarda Isabella, une question silencieuse dans ses yeux. Elle se surprit à acquiescer. 5 minutes, dit Lorenzo en posant Sofia par terre. Ensuite, au lit. Sofia attrapa la main d'Isabella et l'entraîna vers le couloir. « Viens, j'ai dessiné le lac aujourd'hui, et des oiseaux, et oncle Enzo. Mais il a l'air grincheux sur tous mes dessins parce qu'il est toujours grincheux. »« Je ne suis pas grincheux !» cria Lorenzo derrière eux. « Oh que si !» rétorqua Sofia en riant. Le son était si pur, si ordinaire, qu'Isabella sentit quelque chose de tendu dans sa poitrine se relâcher légèrement. La chambre de Sofia était peinte en couleur lavande, avec des étoiles phosphorescentes au plafond. Un mur entier était recouvert de dessins, certains visiblement faits à l'école, d'autres plus élaborés. Isabella distingua des croquis du lac, de la ville, ainsi que de ce qui était probablement Lorenzo, le sourcil froncé. « Celui-ci est mon préféré », dit Sofia en désignant un dessin de jardin. « Maman et moi avions l'habitude d'avoir un jardin avant qu'elle ne tombe malade. »« C'est magnifique », dit Isabella d'une voix douce. « Tu as si me dessiner » demanda Sofia. « J'aimais bien, je n'ai pas dessiné depuis longtemps. »« Tu devrais dessiner avec moi demain » suggéra Sofia. Elle s'assit sur son lit, son apparence subitement plus enfantine. « C'est parfois ennuyeux ici. Oncle Enzo travaille beaucoup. Et Madame Chen, elle est gentille, mais elle est vieille, et elle n'aime pas la peinture au doigt. » Isabella sourit sincèrement cette fois-ci. « J'aime la peinture au doigt. »« Vraiment ?» Le visage de Sofia s'illumina. « On peut le faire demain, j'ai toutes les couleurs. »« On verra, » dit Isabella, ne voulant pas faire de promesses qu'elle ne pourrait tenir. Lorenzo apparut dans l'embrasure de la porte. « L'heure d'aller se coucher, ma douce. » Sofia grommela, mais grimpa sous ses couvertures. « Isabella sera-t-elle là demain matin ?»« Oui, » répondit fermement Lorenzo. « Bien. » Sofia regarda Isabella. « Je t'aime bien, tu ne me regardes pas comme si j'étais bizarre. »« Tu n'es pas bizarre, » dit Isabella. « Tu es créative. » Après avoir souhaité bonne nuit, Isabella suivit Lorenzo de retour au salon. Elle se sentait désorientée par la scène qu'elle venait de vivre. Ce n'était pas son côté de Lorenzo Duca, l'homme qui lisait des histoires avant de dormir et tolérait qu'on le qualifie de grincheux. Sa mère ? Demanda Isabella doucement. Ma sœur. Elle est décédée l'année dernière. La voix de Lorenzo était maîtrisée, mais Isabella y décela le chagrin. Le cancer. Sofia vit avec moi depuis. C'est un ajustement. Isabella pensa à la petite fille qui avait perdu sa mère, vivant dans cette belle forteresse avec un oncle qui évoluait dans l'ombre. Elle semble heureuse, proposa Isabella. J'essaie. Lorenzo rencontra son regard. Les enfants ne devraient ne pas payer pour les choix des adultes. Elles méritent la sécurité, la stabilité, une vie normale. Tout comme Isabella l'avait un jour mérité, avant que les dettes de son père ne détruisent tout. Merci, dit Isabella, de me laisser rester. Merci à Sofia, répondit Lorenzo. Elle est la seule raison pour laquelle je suis supportable. Lorenzo fit un geste en direction de la chambre d'amis. Reposez-vous. Demain, nous commencerons à trouver un moyen de vous rendre votre vie. Isabella hocha la tête et se dirigea vers la pièce qu'il lui avait indiquée. Alors qu'elle refermait la porte, elle entendit Lorenzo au téléphone, parlant à voix basse et sèche de rotation de sécurité et d'évaluation de menaces. Elle vivait avec un chef de la mafia, protégé par des criminels, entouré de dangers. Mais pour cette nuit, au moins, elle était en sécurité. Isabella fut réveillée par le son de voix élevée. Cela faisait 3 jours qu'elle séjournait dans le penthouse de Lorenzo, s'habituant à une routine étrange. Les matinées avec Sofia comprenaient de la peinture au doigt, du dessin et des conversations sur tout, sauf le danger extérieur. Les après-midi étaient consacrés à l'examen de documents juridiques, avec les avocats engagés par Lorenzo. Les soirées étaient vécues seules, à contempler les lumières de la ville, et à se demander quand sa vie avait dévié à ce point. Mais ce matin était différent. Elle entendait Lorenzo au téléphone dans son bureau, sa voix devenant vive et irritée d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Isabella enfila une robe de chambre et s'avança dans le couloir. Sofia était déjà à table avec Madame Chun, la gouvernante âgée, mangeant des céréales et fredonnant.
La porte du bureau de Lorenzo était légèrement entr'ouverte. Isabella savait qu'elle ne devrait pas écouter aux portes, mais quelque chose dans son ton l'arrêta. « Combien de contrats ?» demanda Lorenzo. « Les 3, c'est 2 millions de dollars de revenus, Anthony, évaporés du jour au lendemain. » Une pause, puis la personne à l'autre bout du fil parla. « Je sais exactement pourquoi cela se produit, » s'écria Lorenzo. Richard Ashford passe à l'action. Il ne cherche plus seulement Isabella, il s'en prend à moi. Le ventre d'Isabella se torsonna. C'était à cause d'elle, parce que Lorenzo l'avait protégée. Elle ouvrit la porte. Lorenzo leva les yeux, son expression se durcissant en la voyant. « Je vous rappellerai, » dit-il, mettant fin à l'appel. « Vous devriez vous reposer. »« Que se passe-t-il » demanda Isabella, entrant dans la pièce. « Rien dont vous ayez à vous soucier. Ne faites pas ça, ne me mettez pas à l'écart. » Elle croisa les bras. « Je vous ai entendu. Les Ashford s'attaquent à votre entreprise. » Lorenzo resta silencieux un instant, puis lui fit signe de fermer la porte. Quand elle le fit, il afficha plusieurs documents sur l'écran de son ordinateur. 3 contrats de transport annulés au cours des 48 dernières heures, dit-il, tous provenant d'entreprises ayant des liens financiers avec Ashford Industries. 2 de mes permis d'entrepôt font soudain l'objet d'une enquête pour des violations de zonage qui n'existent pas. Et ce matin, j'ai reçu des appels de 4 investisseurs s'interrogeant sur mon instabilité. L'instabilité. Quelqu'un avait semé des rumeurs, affirmant qu'il hébergeait une fugitive, qu'il était impliqué dans un enlèvement et que son jugement était compromis. La voix de Lorenzo était maîtrisée, mais Isabella pouvait percevoir la colère sous-jacente. C'est une attaque coordonnée, Richard Ashford utilise toutes ses ressources pour me faire pression. À cause de moi, dit Isabella doucement. Il sait que je suis ici. Il suspecte. Il ne peut pas le prouver, mais c'est suffisant pour qu'il me rende la vie difficile. Lorenzo referma son ordinateur portable. C'est une guerre d'entreprise, principalement légale, mais efficace. Isabella se sentit mal. Combien cela vous coûte-t-il? Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. Vous perdez de l'argent parce que vous m'avez aidé. Vous perdez des contrats. Des investisseurs vous remettent en question. Sa voix se brisa. Cela n'en vaut pas la peine. Je n'en vaux pas la peine. Lorenzo se leva et contourna le bureau, s'arrêtant juste devant elle. Ne dites pas ça. C'est la vérité. Vous devriez me rendre à eux. Appelez Richard Ashford et arrêtez. La voix de Lorenzo fut ferme. Je ne vous donnerai à personne. Et cette guerre avec Ashford, elle serait arrivée de toute façon. Vous n'avez fait qu'accélérer le calendrier. Que voulez-vous dire? Lorenzo resta silencieux un instant, choisissant ses mots avec soin. Richard Ashford et moi tournons l'un autour de l'autre depuis des années. Il contrôle des ressources dont j'ai besoin. Je contrôle un territoire qu'il convoite. Finalement, l'un de nous allait passer à l'action. Il a juste bougé le premier parce que je lui ai donné une raison. Parce qu'il est désespéré, corrigea Lorenzo. Les fiançailles de son fils se sont effondrées publiquement. Ses investisseurs doutent déjà de la stabilité familiale. Il ne pense plus stratégiquement. Il agit par orgueil et par panique. Cela le rend dangereux, mais cela le rend aussi vulnérable. Isabella scruta son visage, essayant de comprendre. Vous ne faites pas que vous défendre contre lui. Vous préparez quelque chose. Je prépare toujours quelque chose. Lorenzo sortit son téléphone et lui montra un document. Voyez-vous, c'est l'acte de propriété d'un bien immobilier à Gary, Indiana. Ashford Industries dépend de ce lieu comme principal centre de distribution pour le Midwest. Ce matin même, j'ai acquis le bâtiment par l'intermédiaire d'une société écran. Ils ignorent encore que j'en suis le propriétaire. Que se passera-t-il quand ils le découvriront? Leur bail arrive à échéance le mois prochain. Je vais tripler le loyer. Incapables de payer, je les expulserai et louerai à leurs concurrents directs. Lorenzo fit défiler un autre document. Et voici une liste des prêts commerciaux en cours d'Ashford. 14 millions de dollars, 14 000 dollars, répartis entre 3 banques. Je me porte acquéreur de cette dette. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent. Vous rachetez leur dette? Une fois propriétaire, je contrôle les conditions. Je peux l'exiger, la restructurer, formuler des exigences. C'est un levier. Le sourire de Lorenzo était glacial. Richard Ashford a voulu jouer au plus fort économiquement. Je me contente de jouer au même jeu, en mieux. Cela va le détruire, cela va le contraindre à négocier, songea-t-il. Lorenzo rangea son téléphone. Je n'ai pas l'intention de anéantir la famille Ashford. Mon but est qu'il vous laisse tranquille, et la meilleure approche est de rendre la traque plus coûteuse que l'abandon des poursuites. Isabella s'affala sur la chaise près de son bureau, l'esprit en ébullition. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas être la cause d'une guerre entre entreprises. Vous n'êtes pas la cause. Vous êtes le catalyseur, déclara Lorenzo,
appuyé contre son bureau. Mais je ne vous mentirai pas. Oui, cette situation me profite. Si je peux utiliser votre position pour négocier de meilleures conditions avec Ashford, je le ferai. Telle est la réalité de mon univers. Alors, je suis manipulé par tout le monde, dit Isabella sans détour. Les Ashford veulent vous utiliser pour sécuriser leurs avoirs et sauver les apparences. Votre oncle veut vous exploiter pour dérober votre héritage. Et oui, je désire me servir de votre situation pour obtenir un avantage face à mes adversaires, marqua-t-il une pause. Mais je suis le seul à vous maintenir en vie et libre. Cela a quand même son importance. Isabella détestait admettre qu'il avait raison. Que se passera-t-il lorsque tout cela sera terminé? Quand les Ashford céderont ou que vous obtiendrez ce que vous désirez d'eux? Je l'ignore, avoua Lorenzo. Nous trouverons une solution ensemble. Avant qu'Isabella ne puisse réagir, le téléphone de Lorenzo sonna. Il jeta un œil à l'écran et fronça les sourcils. Je dois prendre cet appel, c'est Marco. Il décrocha, écouta un instant, et son expression s'assombrit. Quand? Où? Non, ne touchez à rien. Je suis en route. Il raccrocha et commença immédiatement à bouger, saisissant sa veste du dossier de sa chaise. Que se passe-t-il? Demanda Isabella. Un de mes entrepôts vient d'être perquisitionné. Agents fédéraux, mandat de perquisition. Le grand jeu, répondit Lorenzo d'une mâchoire serrée. Ashford intensifie encore les hostilités. Il a dû alerter les forces de l'ordre, prétendant que j'étais impliqué dans quelque chose d'illégal. L'êtes-vous? Lorenzo s'arrêta et la regarda directement. Mes affaires sont pour la plupart légales maintenant, mais j'ai un passé, Isabella, et Richard Ashford sait exactement sur quelle corde appuyer pour me compliquer la vie. Que devez-vous faire? M'en occuper, circonscrire, m'assurer que rien ne remonte à ce qui a vraiment de l'importance. Lorenzo se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Restez dans l'appartement terrasse. Ne sortez nulle part. Sophia est à l'école. Madame Shun sera là. Vincent est dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. Lorenzo, l'appela Isabella. Soyez prudent. Il se retourna vers elle, son expression indéchiffrable. Je suis toujours prudent. Après son départ, Isabella se retrouva seule dans son bureau, cernée par l'épreuve de la guerre qu'elle avait involontairement déclenchée. Elle avait fui une prison pour échouer au cœur d'un champ de bataille. Et le plus difficile à accepter, c'est qu'elle commençait à se soucier de savoir qui allait l'emporter. Plus tard dans l'après-midi, Isabella était en visioconférence avec les avocats. Ils lui expliquèrent que contester l'accord de dette de son père était possible mais complexe. Les Ashford possédèrent des preuves documentaires, des signatures, des témoins. L'argument le plus solide, selon l'un des avocats, est que vous avez signé sous la contrainte. Vous étiez en deuil, vulnérable, et ils ont exploité cette situation. Mais prouver la contrainte devant un tribunal est difficile. À quel point est-ce difficile? Demanda Isabella. Des mois de litige, peut-être des années, et coûteux. Lorenzo paie, déclara Isabella à voix basse. Oui, mais il faut comprendre. Plus cela s'éternise, plus tout le monde, y compris M. Duca, a de l'emprise sur vous. Isabella comprit parfaitement. Chaque jour passé sous la protection de Lorenzo. Chaque dollar qu'il dépensait pour sa défense. Elle s'enfonçait plus profondément dans un autre type de dette. Elle commençait à comprendre que la liberté pourrait être la chose la plus chère qu'elle ne pourrait jamais se permettre. Lorenzo rentra au penthouse à 2 heures du matin. Isabella était toujours éveillée, assise sur le canapé dans l'obscurité, le regard perdu dans la ville. Elle repassait tout dans son esprit, les contrats que Lorenzo avait perdus à cause d'elle. La descente fédérale, les avocats qui disaient que la liberté prendrait des années. Elle avait passé la soirée avec Sophia à l'aider à faire ses devoirs, faisant semblant que tout était normal. Mais après que la petite fille se fut couchée, le poids de tout cela s'était abattu sur elle. Lorenzo s'arrêta en la voyant. « Vous devriez dormir. »« Vous aussi. » Isabella ne se retourna pas. « C'était grave la descente ?»« Gérable. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. » Lorenzo se dirigea vers le bar et se servit un verre. Mais cela va déclencher des audits, des enquêtes, plus de surveillance. Exactement ce que voulait Ashford. Combien cela vous coûte-t-il, Isabella? Combien? Elle se tourna enfin vers lui. De vrais chiffres, pas les esquives polies que vous me donnez. Lorenzo resta silencieux un instant, puis s'assit en face d'elle. Les contrats annulés, 2 millions ce trimestre. L'attention fédérale me coûtera 1 million supplémentaire en frais d'avocat et de conformité. La propriété que j'ai achetée pour faire pression sur Ashford a coûté 14 millions de dollars. Les avocats qui travaillent sur votre dossier coûtent environ 50 000 par mois. Isabella fit le calcul, se sentant mal. 17 millions de dollars. Vous avez dépensé ou perdu 17 millions de dollars en moins de 2 semaines à cause de moi.
À cause de la situation, corrigea Lorenzo. Pas à cause de vous. C'est la même chose et vous le savez. La voix d'Isabella monta. Je ne suis pas stupide, Lorenzo. Je vois ce qui se passe. Vous m'utilisez. Vous l'avez dit vous-même. Je suis un levier contre les Ashford. Vous perdez de l'argent, des contrats et votre réputation. Mais ce n'est pas grave, car finalement vous utiliserez ma situation pour obtenir ce que vous voulez d'eux. C'est une façon de voir les choses. Quelle est l'autre façon? Isabella se leva, la colère et la frustration bouillonnant. Et dites-moi en quoi il ne s'agit pas pour vous de m'utiliser comme un pion dans votre guerre d'entreprise. Dites-moi en quoi je ne suis pas simplement un autre atout que vous protégez jusqu'à ce que je devienne utile. Lorenzo reposa son verre lentement. Vous voulez la vérité? Je veux la vérité. Bien. Il se leva aussi, sa voix durcissant. Oui, j'utilise la situation à mon avantage. Oui, vous avoir ici me donne un levier que je n'aurais pas autrement. Et oui, le moment venu, j'utiliserai ce levier pour négocier de meilleures conditions avec Richard Ashford. C'est ce que je suis, c'est le monde dans lequel je vis. Alors, j'ai raison, je ne suis qu'un pion. Vous n'avez pas fini d'écouter, dit Lorenzo, sa voix cinglante. J'utilise la situation, mais je vous protège aussi. Ce ne sont pas des choses exclusives. Comme c'est commode pour vous, ce n'est pas commode, c'est compliqué. Lorenzo s'approcha, ses yeux intenses. Vous croyez que je voulais ça? Vous croyez que j'avais prévu d'avoir une mariée en fuite s'écraser dans ma vie et tout bouleverser? J'étais dans ce train pour affaires, simple, propre, terminé. Et puis, vous êtes apparu, terrifié et désespéré, et j'ai fait un choix. Quel choix? De m'aider? La voix de Lorenzo baissa. J'aurais pu partir, aurais dû partir. Quand j'ai découvert qui vous étiez, à qui vous étiez connecté, chaque partie logique de moi disait « laissez tomber ». Mais je ne l'ai pas fait, parce que vous avez vu une opportunité, parce que vous m'avez rappelé ce à quoi ressemble le courage. La voix de Lorenzo monta pour la première fois, la surprenant. Vous n'aviez rien, pas d'argent, pas de plan, pas de soutien, et vous avez quand même fui. Vous avez choisi l'inconnu plutôt qu'une cage. Savez-vous à quel point c'est rare? Isabella le fixa, sa colère faiblissant. La plupart des gens dans mon monde, continua Lorenzo, sa voix rauque maintenant, auraient pris le chemin le plus facile, épousé le riche, vécu dans le luxe, fait semblant d'être heureux, mais pas vous. Vous avez tout risqué pour une chance de liberté. Et oui, j'utilise votre situation à mon avantage, mais je m'assure aussi que vous restiez libre pendant que je le fais. Vous ne pouvez pas promettre cela. Regardez-moi faire. La mâchoire de Lorenzo était serrée. Je ne vous livrerai pas aux Ashford. Jamais. Même si cela me coûte tout ce que j'ai construit. Parce que certaines choses sont plus importantes que l'argent et les contrats. Isabella sentit des larmes monter. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je compte pour vous? Lorenzo resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était plus douce. Ma sœur, la mère de Sofia, était dans un mariage toxique. Son mari était violent, manipulateur. Je ne l'ai pas vue avant qu'il ne soit presque trop tard. Quand elle a finalement demandé de l'aide, je l'ai déménagée avec Sofia ici. Je les ai protégés. Mais le mal était fait. Le stress, les années de peur, les médecins ont dit que cela avait contribué à son cancer. Le souffle d'Isabella resta coincé. Lorenzo, je n'ai pas pu la sauver, mais je l'ai sortie de cette cage, et je me suis assuré que Sofia n'ait jamais à y retourner. Il rencontra les yeux d'Isabella. Quand je vous vois, je vois ma sœur. Quelqu'un qui mérite mieux que ce que la vie lui a donné. Quelqu'un qui a eu le courage de se battre pour cela. Je ne suis pas votre sœur. Non, vous ne l'êtes pas. Quelque chose changea dans l'expression de Lorenzo. Quelque chose qu'Isabella ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ce qui rend cela plus complexe. L'air entre eux était chargé, lourd de choses qu'aucun des deux n'était prêt à dire. « Je déteste ça, » dit Isabella doucement. « Je déteste dépendre de vous. Je déteste que des gens vous ciblent à cause de moi. Je déteste que je ne puisse pas simplement vivre ma propre vie sans que tout le monde essaie de la contrôler. Je sais. Et je déteste qu'une partie de moi commence à vous faire confiance, parce que faire confiance aux gens dans votre monde semble être une chose très stupide à faire. » Lorenzo sourit légèrement, l'expression presque triste. C'est probablement le cas. Isabella se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville endormie. Vous vivez dans un monde brutal, Lorenzo. Les gens comme des atouts, tout mesuré en levier et en avantage. Comment dormez-vous la nuit? Honnêtement, Lorenzo la rejoignit à la fenêtre. La plupart des nuits, je m'abstiens, confia-t-elle. Mais tu persistes dans ce jeu, car si je m'en détourne, quelqu'un de pire prendra ma place. Le reflet de Lorenzo apparut à côté du sien dans le verre. Mon univers n'est pas dichotomique, Isabella.
Il est teinté de gris, complexe. Parfois, il faut accomplir des actes discutables pour préserver ceux qui nous sont chers. Parfois, le seul moyen de combattre les monstres est de se fondre en eux. C'est une philosophie dangereuse. C'est une réalité incontournable, rétorqua-t-il. Lorenzo se tourna pour lui faire face directement. Je ne suis pas un homme vertueux, je ne feindrai jamais de l'être, mais je ne suis pas non plus Richard Ashford. Je n'utilise pas les gens pour ensuite les délaisser. Je ne les emprisonne pas en qualifiant cela d'amour, et je ne contrains absolument pas les femmes à des mariages qu'elles ne désirent pas. Isabella scruta son visage, ses traits anguleux, ses yeux sombres qui avaient tant vu, et les barrières qu'il maintenait minutieusement en place. Pourtant, elle commençait à discerner quelque chose d'autre sous cette façade, une forme de droiture, aussi tordue fût-elle. « Que se passera-t-il après cela ?» demanda-t-elle doucement. « Quand les Ashford se retireront et que ton influence aura disparu ?»« Je l'ignore, » avoua Lorenzo. « Je suppose que nous le découvrirons le moment venu. Ce n'est pas vraiment une réponse. C'est la seule réponse honnête que j'ai, » affirma Lorenzo en soutenant son regard. « Mais je peux te promettre ceci. Quoi qu'il advienne, tu auras un choix, un vrai choix. Pas de mariage forcé ni de dette insurmontable, juste des options. » Isabella souhaitait le croire. Dieu, elle le désirait tellement. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Tant mieux. La peur te maintient en alerte, » dit Lorenzo d'une voix désormais douce. « Mais tu n'as pas à avoir peur de moi. Je suis de ton côté, Isabella, même quand tu n'y crois pas. » Isabella ne savait pas quand elle avait commencé à pleurer, mais elle sentait désormais les larmes sur ses joues. Lorenzo tendit lentement la main, lui laissant le temps de reculer. Comme elle ne bougea pas, il la serra dans ses bras. Elle se blottit contre lui, s'autorisant ce seul instant de faiblesse. Il était chaleureux, solide, stable, et, un court instant, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi seule qu'elle le ressentait. « Je suis toujours en colère contre toi, » souffla-t-elle contre sa poitrine. « Je sais, et je ne te fais toujours pas entièrement confiance. C'est sage, mais merci de ne pas me laisser tomber. » Les bras de Lorenzo se resserrèrent légèrement autour d'elle. « Je ne le ferai pas, je te le promets. » Ils restèrent ainsi dans l'obscurité, deux êtres pris au piège de circonstances impossibles, s'accrochant l'un à l'autre comme à des bouées de sauvetage. Et pour la première fois depuis le début de cette aventure, Isabella se permit de croire que la survie n'était peut-être pas le seul espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'elle pouvait réellement l'emporter. Le gala de la Fondation Sinclair représentait l'événement social incontournable de la saison. L'élite de Chicago s'était réunie dans une salle de bal scintillante, feignant de se soucier de la charité, tout en jaugeant sournoisement la richesse et l'influence de chacun. Isabella se tenait en bordure de la pièce, vêtue d'une robe bleu nuit sélectionnée par l'assistante de Lorenzo. Elle lui allait à merveille, élégante sans être ostentatoire. Ses cheveux étaient de relevé, son maquillage discret. Elle avait l'apparence d'appartenir à ce milieu, sans s'y sentir réellement à sa place. « Respire », murmura Lorenzo à ses côtés, d'une élégance saisissante dans son smoking noir. « Tu as le droit d'être ici. On me dévisage. Laisse-les faire. » Lorenzo saisit 2 verres de champagne d'un serveur passant, lui un en tendant un. « La moitié te regarde parce que tu es magnifique. L'autre moitié parce qu'ils ont entendu les rumeurs. Dans les 2 cas, garde la tête haute. 10 jours, soit 10 jours, s'étaient découlés depuis leur confrontation. 10 journées de manœuvres juridiques minutieuses, de planification stratégique et d'apprentissage par Lorenzo des arcanes de son monde. Elle avait été terrifiée lorsqu'il avait suggéré d'assister au gala, mais il avait insisté avec fermeté. « Si tu te caches, ils gagnent, » avait-il dit. « Affronte-les publiquement avec moi à tes côtés, et montre-leur que tu n'as pas honte, que tu n'es pas brisé, que tu ne leur appartiens pas. » Ainsi, elle se retrouvait ici, pénétrant dans une pièce remplie de personnes qui avaient probablement entendu toutes les versions de son histoire, mariée en fuite, femme instable, chercheuse d'or, selon qui la racontait. « Voici Ashford », murmura Lorenzo, désignant l'autre bout de la salle de bal. Richard Ashford se tenait avec un groupe d'hommes d'affaires, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son expression empreinte d'assurance. Marcus était à ses côtés, semblant mal à l'aise dans son smoking. Le ventre d'Isabella se serra en voyant son ancien fiancé. « Je n'y arrive pas, » murmura-t-elle. « Si, tu peux. » La main de Lorenzo se posa sur le creux de son dos, stable et rassurante. « Tu es plus forte qu'eux tous. Il est temps de le prouver. » Ils traversèrent la foule.
Isabella sentait les chuchotements les suivre comme une vague. Lorenzo la présenta à plusieurs personnes, des investisseurs, des partenaires commerciaux, des mondains, toujours avec une décontraction feinte, comme si sa présence était la chose la plus naturelle du monde. « Isabella Marlowe, disait-il, elle m'aide sur un projet d'acquisition d'œuvres d'art. » Le mensonge était élégant, plausible. Isabella joua le jeu, discutant d'histoire de l'art avec des gens qui n'en savaient visiblement rien, mais feignaient la fascination. Ils se trouvaient près du bar lorsque Marcus les intercepta. « Isabella, sa voix était glaciale. Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Marcus, répondit-elle, en maintenant sa voix ferme. Comment vas-tu ? » ?»« Comment je vais ?» Le visage de Marcus s'empourpra. « Tu m'as humilié toute ma famille. Tu as disparu le jour de notre mariage, et maintenant tu te présentes ici avec... » Il regarda Lorenzo avec un mépris mal dissimulé. « Avec lui, Monsieur Ashford, » dit Lorenzo avec douceur. « Ce n'est peut-être pas l'endroit pour faire une scène. Ne me dites pas ce que je dois faire dans mon propre cercle social. » Marcus s'approcha d'Isabella, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure dur. « Tu nous dois, Isabella, tu dois tout à ma famille. T'enfuir n'efface pas la dette de ton père. » En fait, intervint une nouvelle voix. C'est exactement ce dont nous devons discuter. Richard Ashford était apparu, son sourire aiguisé et calculateur. Il salua poliment Lorenzo. « Monsieur Ducas, je vois que vous avez diverti notre mariée en fuite. »« Je préfère la considérer comme une invitée, » répondit Lorenzo calmement. « Quelle charité !» Richard se tourna vers Isabella, ses yeux froids malgré son ton plaisant. « Ma chère, vous avez fait grand bruit ces dernières semaines. Les gens s'inquiètent pour vous. Certains disent que vous avez eu une dépression. D'autres suggèrent que vous avez été forcé de vous cacher. » Isabella sentit l'attention des invités alentour se tourner vers eux. C'était délibéré. Richard montait une scène, forçant une confrontation publique. « Je vais bien, » dit Isabella fermement. « J'ai fait mes propres choix. »« Des choix ?» Richard rit doucement. « Vous voulez dire fuir vos obligations, rompre un accord légal. Votre père devait 12 millions de dollars, soit 12 000 millions de dollars à ma famille. Vous avez accepté d'honorer cette dette par le mariage. Ce que vous avez fait, c'est du vol pur et simple. » Plus de gens regardaient en maintenant. Isabella sentit son visage s'échauffer, honte et colère se disputant en elle. « En fait, » interjeta Lorenzo avec fluidité, « les avocats d'Isabella ont des perspectives intéressantes sur cet accord. Les contrats signés sous la contrainte sont rarement applicables. »« Contrainte ?» Marcus ricana. « On lui a donné toutes les occasions de... » « De quoi ?» La voix de Lorenzo était calme, mais contenait une dureté qui fit taire Marcus, sauf de forcer le mariage ou de tout perdre. Cela me semble être de la contrainte. Le sourire de Richard ne faiblit pas, mais ses yeux se durcirent. « Monsieur Ducas, je vous suggère de ne pas vous mêler des affaires familiales. Isabella appartient à notre famille, pour régler ses obligations comme une adulte. »« Je n'appartiens à personne, » dit Isabella, retrouvant sa voix. Plus forte maintenant, ni à votre famille, ni à Marcus. Je ne suis pas une propriété à échanger contre l'annulation d'une dette. Des paroles audacieuses pour quelqu'un qui vit aux dépens de la charité d'un autre homme, dit Richard, son ton dégoulinant de condescendance. Il éleva légèrement la voix, s'assurant que les invités proches puissent l'entendre. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cette scène, mais il me semble important de clarifier les choses. Miss Marlowe ne va pas bien. Elle a subi un stress considérable depuis la mort de son père. Nous voulons seulement l'aider, lui offrir la sécurité et la stabilité dont elle a besoin. » La sécurité d'un mariage forcé? Isabella l'interrompit, sa colère éclatant enfin. La stabilité d'être contrôlé par votre famille pour le reste de ma vie. Vous êtes hystérique, dit Marcus. C'est exactement de cela dont je parle. Vous ne pensez pas clairement. Elle pense parfaitement clairement, dit Lorenzo. Contrairement à votre famille. Richard se tourna vers Lorenzo, son masque de politesse se fissurant enfin. Vous avez fait une erreur, Ducas. L'héberger, vous mêler de nos affaires. Vous le regretterez. Vraiment ? Lorenzo sortit son téléphone avec un calme délibéré. C'est intéressant, parce que j'ai des informations commerciales que vos investisseurs pourraient encore trouver fascinantes. De quoi parlez-vous ? Lorenzo toucha son téléphone. Dans la salle de bal, plusieurs téléphones d'invités sonnèrent simultanément. Je viens d'envoyer un document à tous les participants de ce gala. Il détaille des irrégularités financières très intéressantes au sein d'Ashford Industries. Des comptes offshore, une comptabilité créative, de l'argent qui aurait dû aller aux investisseurs disparaissant mystérieusement. Le visage de Richard devint blême. Ce sont des informations d'entreprises privées. C'est de la fraude, corrigea Lorenzo.
et de l'évasion fiscale et environ six autres crimes fédéraux. Il regarda la foule rassemblée, dont beaucoup fixaient maintenant leur téléphone, avec des expressions de choc. « J'ai eu des experts comptables judiciaires qui ont examiné votre entreprise pendant deux semaines. Il s'avère que lorsque l'on harcèle la mauvaise personne, elle riposte. » Isabella observa avec stupéfaction la dynamique sociale changer en temps réel. Les investisseurs qui avaient été sympathiques à Richard, il y a quelques instants, reculaient maintenant, le regardant avec suspicion. Des chuchotements se répandirent dans la salle de bal, comme une traînée de poudre. « Vous mentez !» dit Marcus désespérément. « C'est faux. C'est très réel, » dit Lorenzo calmement. Et cela a déjà été envoyé à la SEC, à l'IRS et à plusieurs journalistes financiers. Dès lundi matin, Ashford Industries fera l'objet d'une enquête. Le cours de votre action chutera. Vos investisseurs s'enfuiront. Richard semblait avoir été frappé. « Vous nous avez détruits. »« Non, » dit Lorenzo doucement. « Je n'ai fait que montrer à tout le monde ce que vous êtes réellement. Vous vouliez jouer au plus fort avec Isabella, la presser économiquement, la forcer à retourner dans une cage. Je ne fais que vous rendre la pareille. » La pièce était silencieuse à présent. Tous les regards étaient fixés sur elle. Des larmes montaient aux yeux d'Isabella, non par tristesse, mais par un sentiment de délivrance, une juste revanche. Richard Ashford, l'homme qui avait orchestré sa vie pendant de nombreux mois, apparaissait soudainement insignifiant, dénué de pouvoir. « Laissez-la tranquille », s'éleva la voix de Lorenzo, résonnant distinctement dans toute la salle de bal. « Renoncez à vos prétentions, éloignez-vous, et peut-être, seulement peut-être, je considérerai de ne pas révéler le reste de mes découvertes. » Un murmure s'éleva de la foule. « Il y a encore plus !» La mâchoire de Richard se crispa silencieusement. Marcus, le visage empourpré d'humiliation et de colère, jetait des regards alternés entre son père et Isabella. Finalement, Richard prit la parole, sa voix tendue par une rage à peine contenue. « Ce n'est pas fini. »« Ah si !» répondit Isabella, sa voix, désormais ferme et claire, portant la force d'une conviction inébranlable. Ça l'est. Richard se détourna et quitta la pièce, Marcus le suivant, tel un chien battu. La foule s'écarta à leur passage, non plus par déférence, mais avec cette fascination morbide que l'on observe face à la chute des puissants. Les mains d'Isabella tremblaient. Lorenzo saisit sa coupe de champagne, juste avant qu'elle ne la laisse tomber. « Vous avez réussi, » dit-il calmement. « Vous les avez anéantis. J'ai simplement rétabli l'équilibre. » Lorenzo la guida vers la sortie. « Venez, allons-nous-en d'ici. » En quittant la salle de bal, Isabella percevait les murmures qui les suivaient. Mais ceux-ci avaient changé de nature. Ils n'étaient plus teintés de scandale, mais d'admiration, de curiosité. Elle était entrée en mariée en fuite. Elle en ressortait transfigurée, une femme qui avait osé riposter et qui avait gagné. Les répercussions de cette soirée furent rapides et dévastatrices pour les Ashford. Dès le lundi matin, l'action d'Ashford Industries avait chuté de 23%. Le mardi, trois investisseurs majeurs s'étaient retirés. Le mercredi, des enquêteurs fédéraux avaient se débarqué au siège de l'entreprise, munis de mandats. Isabella observait le déroulement des événements depuis le penthouse de Lorenzo, tour à tour stupéfaite et effrayée par ce qu'ils avaient déclenché. « La SEC agit vite », rapporta Marco, lors d'une réunion au bureau de Lorenzo. Isabella, assise discrètement dans un coin, écoutait attentivement. Il qualifiait cela de l'une des plus grandes affaires de fraude d'entreprise de cette année. Richard Ashford a déjà retenu les services d'avocat. « Et Marcus ?» demanda Lorenzo. « Il tente de se désolidariser de son père. Il prétend n'avoir eu aucune connaissance des irrégularités financières. » Marco esquissa un sourire moqueur. « Personne n'y croit. » Lorenzo hocha la tête, satisfait. « Et nos contrats, les trois qu'ils ont annulés, nous les avons récupérés, plus deux supplémentaires. Il semble que personne ne veuille plus faire affaire avec les Ashford, et tout le monde souhaite s'associer avec un homme qui les a fait tomber. » Après le départ de Marco, Isabella prit enfin la parole. « Vous les avez vraiment détruits. Je les ai exposés, » rectifia Lorenzo. « Ils se sont détruits eux-mêmes il y a des années avec leur cupidité. J'ai simplement veillé à ce que tout le monde le voie. Ce n'est pas seulement une stratégie commerciale, c'est la guerre. »« Oui, » répondit Lorenzo, sans une once de regret. « Ça l'est. » Le téléphone d'Isabella, le modèle prépayé que lui avait donné Lorenzo, vibra. Elle regarda l'écran et se figea. C'était un message des avocats de Richard Ashford. Lorenzo se pencha à ses côtés, lisant par-dessus son épaule. Le courriel était formel, froid et exactement ce qu'ils attendaient.
Au nom de la famille Ashford, nous retirons par la présente toutes les réclamations contre Isabella Marlowe concernant la dette de Robert Marlowe, décédé. De plus, nous retirons toute action en justice concernant l'accord de mariage annulé entre Isabella Marlowe et Marcus Ashford. Mademoiselle Marlowe est libérée de toutes ses obligations financières et autres. Cette affaire est close. Isabella le lut trois fois. « C'est fini, confirma Lorenzo. Elle aurait dû ressentir de la joie, de la victoire. Au lieu de cela, un vide l'envahissait, comme si elle avait couru si longtemps que s'arrêter lui semblait étrange. « Et mon oncle ?» demanda-t-elle. « Thomas s'en est déjà chargé, » répondit Lorenzo, lui montrant un nouveau document. « Tes avocats ont déposé une ordonnance restrictive suite à la tentative d'enlèvement. Il a été averti que tout contact supplémentaire entraînerait des poursuites, et sans les Ashford, il n'a plus aucun moyen de revendiquer les biens de ta famille. »« Alors, je suis libre, » dit Isabella, testant le poids de ses mots. « Vraiment libre. »« Tu es libre ?» Isabella se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville qui avait été à la fois sa prison et son refuge. « Merci. Je sais que je l'ai déjà dit, mais merci pour tout. »« De rien. » Elle se tourna vers lui. « Et maintenant ?» Lorenzo resta silencieux un instant. « Qu'est-ce que tu souhaites qu'il se passe ?»« Je ne sais pas, » rit Isabella d'une voix mal assurée. « J'ai passé tant de temps à fuir, à me cacher ou à me battre. Je n'ai pas réfléchi à la suite. Tu peux rester ici, » proposa Lorenzo. « Aussi longtemps que tu en as besoin. Sophia t'adore. Madame Chun dit que tu es la seule personne capable de convaincre cet enfant de manger des légumes. » Isabella sourit à cette pensée. « Je ne peux pas rester ici pour toujours, Lorenzo. » « Pourquoi pas ? » Parce que... Elle peinait à trouver ses mots. « Parce que c'est ton monde, ta maison, ta vie, et j'ai besoin de trouver la mienne. Tu penses ne pas pouvoir le faire ici ? Je pense que, si je reste trop longtemps, je deviendrai une partie de ton organisation, une partie de ton monde, et je ne saurai jamais qui je suis en dehors de cela. » Isabella s'approcha de lui. « Tu m'as sauvé, protégé, rendu ma liberté, mais je ne peux pas échanger une forme de dépendance contre une autre. » L'expression de Lorenzo était indéchiffrable. « Alors, tu pars ? Je trace ma propre voie, » corrigea Isabella. « Cela ne signifie pas que je suis ingrate, ou que je ne... » Elle hésita, ne sachant comment finir sa phrase. « Ne quoi ? Ne tiens pas à toi, » avoua-t-elle doucement, « et à Sophia, et même au grincheux Anthony, mais j'ai besoin de tenir sur mes propres pieds, de construire quelque chose qui m'appartienne. » Lorenzo resta silencieux un long moment, puis il hocha lentement la tête. « Je comprends. Vraiment ? Ma sœur, » dit Lorenzo d'une voix calme. Quand elle a quitté son mari, elle a voulu rester avec moi pour toujours, se cacher sous ma protection. Mais je lui ai dit la même chose. Tu dois trouver ta propre force, pas seulement emprunter la mienne. Elle m'a détesté pour cela au début, mais finalement, elle a construit une vie dont elle était fière, indépendante, forte, la sienne, même si c'était difficile, surtout parce que c'était difficile. Lorenzo se dirigea vers son bureau et en sortit un dossier. C'est pourquoi j'ai demandé à mes avocats de préparer ceci. Isabella prit le dossier, confuse. À l'intérieur se trouvaient des documents, des titres de propriété, des informations de compte, des papiers légaux. Qu'est-ce que c'est ? Les actifs restants de ta famille, ceux que ton oncle tentait de voler. Les avocats les ont récupérés. Lorenzo désigna des documents spécifiques. L'entrepôt à Brooklyn, les licences d'importation que ton père détenait. Environ 2 000 000 de dollars en compte récupérables. Ce n'est pas une fortune, mais c'est un début. Les mains d'Isabella tremblaient. « Lorenzo, c'est trop. C'est à toi. Ça l'a toujours été. J'ai juste veillé à ce que tu le récupères. » Il sortit un autre document. « Et ceci est un contrat de consultant. Plusieurs de mes entreprises légitimes ont besoin de quelqu'un avec ton expertise dans l'art et les importations. 6 mois, bon salaire, sans contrainte. Après cela, tu pourras décider si tu veux rester ou créer ta propre entreprise. Pourquoi fais-tu cela ? Parce que la liberté sans ressources n'est pas vraiment la liberté, dit simplement Lorenzo. Tu as besoin d'une base pour construire, cela te la donne. » Des larmes montaient aux yeux d'Isabella. « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu y réfléchiras. Dis que tu considéreras que partir ne doit pas nécessairement signifier disparaître. » La voix de Lorenzo était prudente, maîtrisée. « Dis que tu reviendras dîner parfois, car Sophia serait dévastée si tu disparaissais complètement. »« Juste Sophia ?» demanda Isabella avec tendresse. Lorenzo soutint son regard. « Non, pas seulement Sophia. » L'atmosphère entre eux était chargée de tout ce qu'ils ne disaient pas, tout ce qui était compliqué, impossible et réel. « J'ai besoin de temps, » dit Isabella.
pour découvrir qui je suis quand je ne suis pas en train de fuir, de me cacher ou d'être protégé. Je sais, mais je ne disparais pas, je le promets. Elle posa le dossier et s'approcha de lui. Tu m'as rendu ma vie, Lorenzo. Le moins que je puisse faire est de m'assurer que tu vois ce que j'en ferai. C'est tout ce que j'obtiens? Sa voix était basse, prudente. Pour l'instant. Isabella se hissa et embrassa sa joue, laissant sa main s'attarder sur sa mâchoire. Demande-moi à nouveau dans 6 mois, quand je tiendrai seul. C'est long. Alors je suppose que tu devras être patiente, sourit-elle, et cette fois son sourire atteignait ses yeux. J'entends que tu es très bon en stratégie et en planification à long terme. Je suis meilleur pour obtenir ce que je veux. Alors prouve-le. Isabella recula, créant une distance entre eux, même si tout en elle désirait rester proche. Prouve que cela ne concerne pas le contrôle, la possession ou l'influence. Prouve que tu peux me laisser partir et croire que je reviendrai. Lorenzo la regarda un long moment, et Isabella vit la bataille qui se déroulait derrière ses yeux. La partie de lui habituée à tout contrôler, luttant contre la partie qui comprenait ce dont elle avait besoin. Finalement, il acquiesça. 6 mois. 6 mois, convint Isabella. Elle quitta son bureau et alla dire au revoir à Sofia, qui pleura et fit promettre à Isabella de venir la voir chaque semaine. Madame Chun lui prépara assez de nourriture pour une semaine. Même Anthony lui serra la main à contre-cœur et lui dit qu'elle avait de bons instincts pour quelqu'un qui n'avait pas grandi dans ce milieu. Lorenzo fit conduire Isabella par Vincent à un appartement meublé, modeste, sûr, le sien. Les documents étaient déjà à son nom. Alors qu'Isabella se tenait dans son nouveau chez-soi, petit, vide, mais empli de promesses, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois, l'espoir. Non pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce qu'elle avait contribué à se sauver elle-même. Et pour la première fois de sa vie, l'avenir lui semblait appartenir. 5 mois s'étaient écoulés depuis qu'Isabella avait quitté le penthouse de Lorenzo. 5 mois à construire sa propre entreprise de conseil, à gérer les biens récupérés de sa famille, à prendre des décisions entièrement siennes. Elle avait embauché 3 employés, obtenu 4 clients majeurs et emménagé dans un appartement plus grand qu'elle avait décoré elle-même. Tous les dimanches, elle dînait avec Sofia, apprenant à la petite fille à peindre et écoutant ses récits d'école. Elle avait même accepté à contre-cœur les conseils d'Anthony pour négocier son premier contrat important. Des conseils qui lui avaient permis d'économiser 20 000 dollars. Et elle avait revu Lorenzo, pas souvent, pas autant qu'une partie d'elle le désirait, mais suffisamment pour savoir que ce qu'elle ressentait pour lui n'avait pas diminué avec la distance. Si jamais, il s'était renforcé. Ce soir, Isabella se tenait sur le quai de la gare, l'endroit même où tout avait débuté. La même vacuité nocturne, le même fredonnement des néons au-dessus, le même tableau des départs, clignotant de destination, mais tout le reste avait changé. Elle n'arborait plus une robe de mariée sous un manteau. Elle ne fuyait plus. Elle n'avait plus peur. Elle choisissait. « Je me demandais si tu viendrais vraiment ici. » Isabella se retourna pour apercevoir Lorenzo qui s'avançait vers elle, les mains dans les poches, vêtu d'un jean foncé et d'un blouson de cuir au lieu de ses habituels costumes. Il paraissait plus jeune d'une certaine manière, moins sur ses gardes. « Tu as eu mon message, » dit-elle. Un texto cryptique disant « Rendez-vous à la gare, à minuit. » Comment aurais-je pu résister? Lorenzo s'arrêta à quelques pas, scrutant son visage. « Tu as bonne mine. Heureuse? Je le suis. » Et elle le pensait sincèrement. L'entreprise prospère. J'ai décroché un contrat avec un musée à Boston pour une collection sur la Renaissance italienne. 6 chiffres. J'ai entendu Anthony en parler. Il a feint de ne pas être impressionné, ce qui signifie qu'il l'était énormément. Isabella sourit. « Comment va Sofia? Tu lui manques? Elle m'a fait promettre de demander quand tu viendrais dîner à nouveau. Ce dimanche? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Et toi? » demanda Lorenzo d'une voix douce. « Qu'est-ce qui te manque ?» Le souffle d'Isabella se coupa. C'était le moment. L'instant qu'elle préparait depuis 5 mois. Beaucoup de choses. La cuisine de Madame Chen, le rire de Sofia, la vue depuis ton penthouse. Elle marqua une pause. Toi? Lorenzo fit un pas de plus. Cela fait 5 mois, 2 semaines et 3 jours. Mais qui compte? Toi? Répondit-elle. Chacun d'eux. Sa voix était rauque. Tu m'as demandé de prouver que je pouvais te laisser partir, que je pouvais croire que tu reviendrais. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Plus difficile que d'anéantir les Ashford. Infiniment plus. Lorenzo s'approcha encore. Au moins avec eux, je pouvais agir, me battre, élaborer une stratégie, avec toi. Tout ce que je pouvais faire,
c'était attendre et espérer que ce que nous avions était assez réel pour survivre à la distance. C'était réel, dit Isabella doucement. C'est réel, mais j'avais besoin de savoir que je pouvais me débrouiller seul, que je te choisissais parce que je le voulais, pas parce que j'en avais besoin. Et maintenant, je sais qui je suis sans toi. Isabella combla la distance restante entre eux, ce qui signifie que je peux enfin savoir qui je suis avec toi. La main de Lorenzo vint encadrer son visage, son pouce effleurant sa joue. Tu es sûr? Parce que mon monde est compliqué, dangereux, gris d'une manière qui ne sera peut-être jamais entièrement nette. Je sais quel était ton monde, j'y ai vécu. Isabella couvrit sa main de la sienne. Mais j'ai aussi vu ce que tu es, protecteur, loyal, quelqu'un qui tient ses promesses et se bat pour les gens qui lui sont chers, quelqu'un qui m'a laissé partir quand je l'ai demandé, même si ça t'a coûté. Ça m'a tout coûté, admit Lorenzo. Ces derniers mois sans toi étaient nécessaires, compléta Isabella pour eux deux. Mais ils sont terminés maintenant. Un train arriva en gare, le même trajet nocturne vers Chicago. Les portes s'ouvrirent, attendant. Isabella jeta un coup d'œil, puis reporta son regard sur Lorenzo. La dernière fois que j'étais ici, je fuyais une vie que je ne voulais pas, vers un inconnu qui me terrifiait. Je suis monté dans ce train par désespoir, et maintenant je suis exactement là où je veux être. Isabella enlaça ses bras autour de son cou. Je ne fuis plus, Lorenzo, je suis choisi, je te choisis, nous. Les bras de Lorenzo se refermèrent autour de sa taille, l'attirant contre lui. Tu es sûr? Parce qu'une fois que tu auras choisi ça, je ne te laisserai plus partir. Bien, dit Isabella, parce que je ne vais nulle part. Il l'embrassa alors, un baiser doux et lent, imprégné de 5 mois d'attente, de tout ce qu'ils avaient traversé, la peur, les disputes, les jeux stratégiques qui étaient devenus quelque chose de réel. Les portes du train se refermèrent, le moteur fredonna. Il s'éloigna du quai, filant vers Chicago sans eux. Quand ils se séparèrent enfin, Lorenzo posa son front contre le sien. « Je t'aime », j'essayais de ne pas le dire, d'essayer de te donner de l'espace, mais je t'aime. « Je sais », sourit Isabella. « Je le sais depuis un moment, probablement depuis que tu m'as rendu les biens de ma famille et que tu n'as rien demandé en retour. J'aurais dû le dire à ce moment-là. Non, le moment devait être propice. Je devais être prête à l'entendre. » Isabella l'embrassa de nouveau, bref et doux. « Je t'aime aussi. Même si tu es autoritaire et surprotecteur, et que tu vis dans un monde moralement ambigu qui me fait encore peur parfois. Je peux travailler sur la partie autoritaire. N'y pense même pas. Sofia a besoin de quelqu'un pour la faire manger des légumes. » Lorenzo rit, un son riche et authentique. « Alors que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant ?» Isabella prit sa main. « Maintenant, nous rentrons à la maison. Nous dînons le dimanche avec Sofia. Nous construisons quelque chose ensemble. Peut-être un partenariat commercial. Peut-être quelque chose de plus domestique. Nous le découvrirons au fur et à mesure. Ça ne ressemble pas beaucoup à un plan. J'apprends que les meilleures choses de la vie ne proviennent pas de plans. » Isabella serra